Доброго ранку. Доброго ранку, вельми шановні. Bonjour, chers participants. Monsieur Mikhail, merci de nous avoir rejoints. Il est 10 heures pile et je crois que nous pouvons commencer. Je m'appelle Susanna Mnakatsakanian et je suis chef du projet de conseil de l'Europe pour le développement des prав sociaux de l'homme. Et avec ma collègue, nous allons modérer l'événement d'aujourd'hui. C'est le webinaire en ligne consacré à la défense des droits des personnes déplacées et des autres groupes vulnérables, la Charte européenne et les autres standards et textes normatifs du Conseil de l'Europe et la jurisprudence en Ukraine. Je remercie tous les participants d'avoir accepté de participer à notre séminaire. Je remercie tous les participants et les participants qui ont voulu améliorer leurs connaissances et aussi adhérer à la discussion d'aujourd'hui. Vous avez tous le programme de notre événement d'aujourd'hui dans notre chat qui est à côté de l'écran. Nous allons aussi modérer, nous allons passer la parole et nous allons prévenir de l'heure prévue pour chaque intervention. Attention, nous avons la traduction en 3 langues, en anglais, en français et en ukrainien, parce que nous avons des experts qui s'expriment en français et en anglais. Donc, s'il vous plaît, vous avez en bas de votre écran, vous devez choisir une langue si vous avez besoin de traduction. Tous les participants peuvent aussi poser des questions à l'aide d'un chat séparé intitulé questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions et tout le monde pourra les voir, tous les participants pourront, tout le monde pourra les voir et donc on pourra voir les réponses. De plus, s'il y a des questions qui nécessitent plus de discussions, les modérateurs peuvent proposer lors du webinaire de passer à cette discussion. Donc, si vous avez des questions techniques, notre chat est à votre disposition aussi. Я думаю, що на цьому достатньо говорити про технічні питання. Якщо вони виникатимуть далі, будь ласка, дайте мені знати. Ми маємо вже 111 учасників та учасниць цього заходу, і я впевнена, що всі готові розпочинати. Donc, nous croyons que nous pouvons commencer. Tout d'abord, je tiens à remercier la Cour constitutionnelle de cette initiative et de notre coopération, pour notre coopération. Et je passe tout de suite la parole à Monsieur Smokovich, qui est un juge et le président de la Cour administrative de cassation de la Cour suprême. Bonjour, chers toutes et tous de notre webinaire et aussi les organisateurs de notre événement. Je suis très ravie de voir et d'entendre tout le monde, même si c'est un régime virtuel, c'est rien à faire, la pandémie. Et donc, on va communiquer selon les règles. Le sujet est très pertinent, très intéressant. Et je voudrais vous dire que hier ou peut-être avant-hier, j'ai lu un article où le député ministère Justice a dit que maintenant, je peux informer toute la société ukrainienne que la Cour européenne a refusé l'ouvrage de la procédure sur le cas à la demande de nos personnes déplacées. Et en fait, c'était vraiment pas très agréable de l'entendre. Donc, le sujet est vraiment très pertinent et nous devons revenir à ces gens. On devra protéger les personnes déplacées. Et donc, la protection des droits et des libertés fondamentales dans n'importe quel État qui veut développer la société civile
aussi que construire l'état civil et l'état de droit est une priorité. La constitution ukrainienne définit notre état comme un état social. Ça veut dire que ce sont les priorités d'État pour fournir les droits économiques et sociaux des citoyens. Mais en fait, l'état économique en Ukraine démontre un manque de balance de la protection sociale et ça ne nous permet pas de transformer cette déclaration en une réalité. Les bases du système de la protection sociale et assurance sociale aussi déterminent la qualité des lois, aussi que l'implémentation des obligations internationales. L'Ukraine est un participant des traités internationaux selon les droits sociaux. En particulier, c'est la Charte européenne sociale. Mais il y a toujours de grands problèmes comme la réalisation des normes du droit international dans la législation nationale, aussi que l'implémentation des provisions qui ont été ratifiées dans le domaine international. Mais en fait, la résolution de ces problèmes, c'est ce qui veut aider à l'Ukraine de passer à un modèle européen de la protection sociale et l'assurance sociale, et aussi que la protection optimale des droits sociaux de notre population. Maintenant, l'État voudrait améliorer notre système de la protection sociale qui va inclure certaines mesures pour protéger certains groupes sociaux, ainsi que le système des services sociaux disponibles pour des catégories vulnérables. La justification sociale et l'efficacité du système de la protection sociale et d'assurance sociale, aussi que son travail avec les demandes des groupes les plus vulnérables est partie des standards d'État orientés socialement, et aussi que le niveau d'accessibilité pour les citoyens est un des indicateurs pour la qualité de vie. Avec un bon système de la protection sociale et l'assurance sociale, le gouvernement connaît déjà les demandes des citoyens et peut distribuer les fonds et d'autres ressources pour satisfaire ces demandes de la meilleure manière possible. Dans ce cas-là, selon les standards internationaux, la tâche principale du système de protection sociale et assurance sociale pour notre pays devra être la mitigation de l'influence négative des facteurs qui émergent pendant les réformes socio-économiques pour les catégories de la population les plus vulnérables. À cause de l'agression militaire vers l'Ukraine en 2014, aussi que l'indexation de la Crimée et Sébastopol, le commencement du conflit international armé à l'est de l'Ukraine, cette assurance et protection des droits constitutionnels sont vraiment encore plus pertinents. L'Ukraine et la nation ukrainienne face maintenant à un problème qui a été inconnu parce qu'il devrait parce que les territoires sont devenus occupés. En fait, d'autres régions de l'État ont été comme c'est pour comment les législateurs et les juges peuvent assurer les droits des personnes déplacées, aussi que leur état légal est déjà défini en Ukraine dans la loi pour assurer les droits des personnes déplacées. Donc, la pratique de la Cour pour protéger les intérêts des citoyens qui étaient les personnes déplacées, ce sont les plaintes contre les décisions pour, par exemple, le refus d'enregistrement ou, par exemple, d'aide financière et en particulier selon cette catégorie. En 2020, dès aujourd'hui, dans la Cour de cassation, on a eu 2500 cas et parmi eux, 500 cas, c'était sur les personnes déplacées.
Aussi, il y a des plaintes pour les organes de pension et il y avait un refus pour ces bénéfices sociaux aux personnes qui ne travaillent plus. Donc maintenant, on peut dire que dans la Cour de cassation, on a eu 2718 cas, et aussi 48 sur les personnes déplacées. Aussi que la réalisation des droits d'élection par les personnes déplacées, c'est aussi une question pertinente. On peut voir que la loi sur les élections maintenant aide ces personnes et on a modifié les règles sur l'adresse sélective et l'enregistrement. Donc maintenant, ces personnes peuvent déjà réaliser leurs droits d'élection. Ils peuvent voter. Mais je dois noter qu'en 2020, la Cour de cassation a préparé et publié en revue de pratique sur les personnes déplacées. Et donc, les citoyens réguliers ainsi que les personnes, ainsi que les avocats ont maintenant accès à la pratique. Aussi, c'est aussi bien à noter que l'année 2020 est devenue spéciale parce que l'assurance des droits sociaux est maintenant dans les conditions de la pandémie COVID-19. Et la situation sera aussi comme ça l'année suivante. Dès le début de la pandémie, c'est déjà 9 mois et on voit les conséquences graves de la pandémie et aussi des mesures pour le restreindre. Et les lois sur cette infection ont été adoptées en février 2020 et au début de mars, il y avait aussi les questions pour protéger de droits dans le domaine d'accès à la justice. C'était aussi pour les collectivités territoriales et les personnes vulnérables, ce qui est la tâche principale du gouvernement, spécialement dans les conditions du quarantaine. Même que maintenant, il nous semble qu'on doit dédier tout le temps et tous les efforts pour mitiguer les conséquences. Maintenant, on doit déjà se préparer à l'avenir. On doit évaluer les risques et les minimiser. Aussi, définir les personnes qui doivent travailler sur la mitigation des conséquences et aussi distribuer les obligations. Donc, on doit maintenant travailler d'une manière adéquate et l'État doit fournir la protection aux groupes les plus vulnérables. C'est évident que pour améliorer le système légal pour les personnes déplacées et d'autres groupes vulnérables, on doit avoir des connaissances et l'échange des expériences pour développer les idées constructives pour améliorer cette législation et développer les règles nouvelles qui sont pas juste pour documenter, mais aussi pour leur implémentation. Et aussi, je voudrais souligner que la communauté légale doit travailler davantage sur les droits de personnes, comme la régulation d'accommodation, des droits sociaux, économiques et d'autres droits des personnes déplacées. Leur assurance dans le contexte militaire demande beaucoup d'efforts de l'État, aussi que le développement des actes spéciaux, aussi que l'optimisation et la réalisation des droits pour les citoyens. Et donc, aujourd'hui, l'événement est dédié à ces problèmes et parmi les interlocuteurs, on doit avoir les juges de la Cour de cassation qui vont nous raconter sur les problèmes, les risques et d'autres problèmes qui émergent pendant le travail avec ces cas et comment la Cour peut protéger les droits de ces personnes. Et donc, maintenant, je voudrais
remercier les organisateurs que les juges peuvent participer dans cet événement, ce webinaire, et aussi c'est une assistance méthodologique aux juges aide à la protection plus dynamique et plus efficace pour les personnes déplacées. On doit y penser tout le temps. Et donc, je souhaite bon travail à tout le monde, discussion professionnelle, et je serai avec vous jusqu'au déjeuner. Après le déjeuner, j'aurai 2 sessions et après, je vais revenir chez vous. Je m'excuse que j'ai pris beaucoup de temps, mais comme le chef, j'ai un peu le droit de le faire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de lancer notre discussion et d'avoir évoqué les questions qui sont primordiales et qui exigent une discussion et l'application des meilleures pratiques européennes. Et espérons que nous pourrons discuter tout ça aujourd'hui. Et maintenant, j'invite à la parole Monsieur Volodymyr Mazurok, qui est le vice-recteur de l'École nationale des magistrats de l'Ukraine et l'ancien magistrat de la Cour suprême de l'Ukraine. Merci beaucoup, Susanna. Je voudrais demander de l'aide technique. Je voudrais faire une courte présentation et je voudrais avoir l'autorisation de la mettre sur l'écran. Je n'ai pas cet accès. J'espère que l'assistance technique interviendra. Et en ce moment, je salue tous les participants du webinaire au nom de l'École nationale des magistrats de l'Ukraine et tous les co-organisateurs de ce webinaire. Et les projets du Conseil de l'Europe qui participent à la mise en œuvre des solutions durables en faveur des personnes déplacées en Ukraine. Et je tiens à noter, pour reprendre ce qui a été dit par Mikhailo, que après l'occupation de la Crimée et après le début de l'agression militaire de la Russie à l'est de l'Ukraine, en Ukraine a apparu un grand nombre de personnes déplacées qui ont été déplacées de façon forcée. Et il a noté que devant les tribunaux, devant les cours, il y a eu la question qui s'est posée, qui s'est imposée de la protection de leurs droits. Voilà, la protection des droits de ces personnes. Et comme dans les cours de différentes instances et de différentes juridictions, il y a eu des affaires, il y a eu des cas et évidemment, notre école, sur la demande de la communauté des juges et des magistrats, a commencé à élaborer les cours et des formations, des cours de formation pour maîtriser cette expérience, pour englober cette expérience des affaires, des cas qui ont déjà eu lieu. J'aimerais bien vous présenter l'expérience de notre école de magistrats, notamment visant à assurer la délibération. Oui, pour l'instant, je n'ai pas d'accès à l'écran. Je crois que cela a été prévu. Monsieur, on me dit que les assistants techniques me disent que vous pouvez le faire vous-même, mais on a essayé. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que je dois appuyer pour mettre la présentation sur l'écran? Au milieu, vous avez démonstration d'écran, ou ça peut être screen en anglais, entre le chat et l'enregistrement, entre le point d'enregistrement de la vidéo, et vous devez avoir une touche de partager l'écran. Bon, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Cette fonction, je ne l'ai pas devant moi. Donc, je voudrais vous présenter l'expérience de notre école en matière de la formation et de l'étude de ces cas
relatif à la défense des droits des personnes déplacées. Donc, voilà, comme je ne peux pas vous faire la présentation, vous mettre ma présentation sur l'écran, je vais juste la présenter oralement. Donc, nous avons, à partir de 2016, nous avons lancé une coopération avec le Conseil danois pour des personnes déplacées, pour les réfugiés. Et nous avons, pendant 2 ans, nous avons élaboré des programmes et nous avons étudié, préparé des programmes de formation pour la protection des droits des déplacés internes. Et dans toutes les antennes régionales, nous avons organisé des formateurs pour des formateurs. Et donc, tout cela a été réalisé dans le cadre du projet de Conseil de l'Europe. En 2018, nous avons également eu une visite, un voyage d'études au Conseil de l'Europe qui était complètement relatif à la défense des droits des personnes déplacées. Donc, notre objectif, c'était d'envisager le développement ultérieur de notre travail, de notre coopération. À partir de 2017, notre école a coopéré avec le projet de Conseil de l'Europe en faveur des personnes déplacées qui découlait du projet précédent de Conseil de l'Europe. Voilà, donc c'était des projets similaires qui avaient des sujets similaires. Et à partir de 2018, grâce au soutien de la délégation européenne en Ukraine, nous avons pu organiser une visite d'un groupe de magistrats et des représentants de notre école à Strasbourg, où nous avons également étudié, nous avons eu des rencontres et des réunions dédiées avec d'autres magistrats, notamment avec les juges de la Cour européenne de droits de l'homme, avec laquelle nous avons échangé au sujet de la situation avec la défense des droits de l'homme et des personnes déplacées en Ukraine. Donc, nous avons pu avoir le soutien des experts internationaux et des magistrats et des juges qui pratiquent dans ce domaine en Europe. Nous avons organisé des séminaires à Odessa, à Dnipro, à Kiev, dans lesquels ont participé près de 60 juges qui travaillent notamment, surtout dans les territoires de l'Ukraine où il y a où le nombre de personnes déplacées est le plus élevé. Et parmi les questions qui étaient étudiées à ces séminaires, c'était l'application des standards européens, l'étude des standards européens, la défense des droits des personnes déplacées, la présentation de la plateforme HELP. Il y a toute une démarche en fait que nous avons étudiée, que nous avons il y a des éléments adaptés à la législation ukrainienne et il y a toute une formation élaborée pour les cours, donc prévue pour 60 jours. Et donc, 60 juges ont pu bénéficier de cette formation. Nous avons également organisé une conférence internationale dédiée à la défense, à la problématique de la défense des droits des personnes déplacées. 40 juges ont pu participer à cette conférence. Et lors de cette conférence, il s'agissait également des formations, mais aussi des discussions et des tables rondes spécialisées. Les juges avaient l'accès, les participants, ils avaient accès à des éléments, des commentaires, des fiches d'information.
le 25 février 2019. Là, je parle plutôt de notre pratique régionale. À Kharkiv, nous avons organisé un séminaire spécialisé pour des juges de la région de Kharkiv. En octobre 2019, nous avons organisé un événement, un séminaire à Odessa pour des juges des cours administratives. Et notamment, c'était un séminaire spécialisé en question des retraites, des pensions de retraite pour des personnes déplacées. Actuellement, en ce qui concerne la suite en ce qui concerne la poursuite de notre coopération avec les projets de Conseil de l'Europe, nous avons prévu en 2021-2022 d'élaborer un travail sur l'élargissement du public le public de nos formations, mais aussi nous élargissons le sujet. Nous ne nous limitons pas seulement désormais à des problématiques des personnes déplacées, mais toutes les autres catégories concernées par et souffrant du conflit. Voilà pourquoi j'ai essayé d'être bref, de présenter l'expérience de notre école, notamment en ce qui concerne l'élaboration et le travail sur les cours spécialisés, les formations spécialisées pour les juges qui peuvent assurer une bonne justice, une bonne délibération dans des affaires des personnes déplacées. Et donc, le séminaire d'aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui est destiné aussi aux juges des cours administratives. Et ce webinaire s'inscrit aussi dans cette logique. Il correspond à ces objectifs qui correspondent à la défense des droits de l'homme et des personnes déplacées, des personnes concernées. Je vous conseille un séminaire fructueux. За ваш виступ, за те, що розказали про плідну співпрацю із Радою Європи і про Merci Vladimir de nous raconter sur la coopération avec le Conseil de l'Europe. Et donc, je suis ravie de vous dire qu'après ce webinaire, on va aussi présenter un autre programme pour les juges sur la Charte européenne sociale et aussi l'application des pratiques du Comité européen des droits sociaux, mais ce sera un peu plus tard. Merci de votre interlocution. Et donc, on a déjà parlé de la Charte sociale et aussi on a parler des pratiques. Et maintenant, je voudrais donner parole à Giuseppe Palmisano, qui est le président du comité des droits sociaux, pour l'introduction. Et donc, je vous donne la parole. Thank you, Susanna. And good morning, everybody. Ladies and gentlemen, remote participants and viewers. First of all, I would like to thank you for inviting me to the opening session of this webinar, giving me the opportunity to offer a little contribution to your work on the implementation of European Social Charter and the protection of social rights in Ukraine, concerning in particular today the protection of internally displaced persons and vulnerable groups. It is especially valuable to have this virtual meeting with Ukrainian judges, as the judiciary has the constitutional obligation to protect rights and freedoms of people, including social and economic rights. Human rights, whether civil, political, economic, social, or cultural, are indivisible and interdependent. Social and economic rights are also enabling elements for the enjoyment of civil and political rights. These are core European values enshrined in a number of formal commitments undertaken by the Council of Europe member states, including Ukraine.
Respect for and the promotion of social rights is essential in attaining sustainable democracy in Ukraine. And the Social Charter is at the European level the fundamental point of reference for every state like Ukraine, which is willing to effectively realize social justice and sustainable democracy. In fact, Ukraine ratified the revised European Social Charter on December 2006, accepting 76 out of its 98 paragraphs, but unfortunately, it has not yet ratified the additional protocol providing for a system of collective complaints. Let me add that today, more than ever, reinforcing the protection of social rights should really be a priority for every European state. Since 2008, the economic crisis had an extremely negative impact on the most vulnerable persons. The measures adopted by states to cope with such crises, in particular the so-called austerity measures, also disproportionately affected those who are most vulnerable, the poor, the elderly, the sick. And traditional and consolidated high standards in the protection of social rights and some basic features of the welfare state, which are essential for the enjoyment of such rights, and of which European states should be proud, have been indeed put in danger. Increasing poverty and unemployment rate, in particular youth unemployment, social and economic inequalities, lack or shortcomings in migrant integration, job insecurity for many categories of employees, regressive changes in social security schemes and benefits, cuts in public healthcare systems, and increase in the cost of healthcare. These are, and they already were before COVID-19, among the most worrying signals about the state of social rights in Europe. And now we have a pandemic crisis to deal with. In such a situation, it becomes even more important to have an effective mechanism for the protection of social human rights. In fact, social rights rules enshrined in international instruments and incorporated into national legal system via laws and regulations become both collective and individual rights. A person may request the implementation of these rights from the state, as well as protect his or her rights in the court. In this sense, social and economic rights are not as dissimilar from civil and political rights as it was thought, in that all rights require interpretation to understand how they apply in specific contexts, and they may all require both negative and positive measures by states. Moreover, in the Ukrainian context, we can clearly see how the adjudication of social and economic rights can be interconnected with the civil and political rights. I'm referring here to the European Court of Human Rights judgments on Burmich and others, and Zovner even of group of cases, which concern non-enforcement or delayed enforcement of domestic judicial decisions in Ukraine. They relate inter alia to the effective delivery of social services, benefits, and particular social payments. Dear colleagues, if we speak about and try to identify the role of the state in securing social and economic rights across Europe, I would just say that such role already emerges from the provisions of European Social Charter, as well as from the conclusions, decisions, and findings of the European Committee of Social Rights. The European Committee of Social Rights is the body mandated to interpret the rights provided under the European Social Charter. It develops its interpretation based on the international legal principles by looking at the object and purpose of the Charter and adopting also a dynamic approach to the Charter intended as a living instrument, which is able to address current problems. And as you know, the respect of the Charter is monitored by the European Committee of Social Rights through the reporting procedure and the collective complaints procedure. In this regard, let me recall that insofar as they refer to binding legal provisions and are adopted by a monitoring body established by the Charter and the relevant protocols, decisions and conclusions of the European Committee of Social Rights
must be respected by the states concerned, even if they are not directly enforceable in the domestic legal systems. They set out the law and can provide the basis for positive developments in social rights through legislation and case law at national level. The decisions and conclusions of the European Committee of Social Rights are of utmost importance for the domestic courts while deciding on social rights cases, including employment-related rights, prohibition of discrimination, rights of children, people with disabilities, older persons, migrants, protection of health, social and medical assistance, right to protection against poverty, and right to housing, which mostly lay within the competence of the administrative courts in Ukraine. So, I encourage the experts here today to have an in-depth discussion on the application of the Charter provisions and the European Committee of Social Rights case law by the Ukrainian national courts and judges, as well as to consult the UDoc page for the case law with regard to specific issues they are dealing with. The European Committee of Social Rights case law is a practical and valuable tool to be used by the national courts when considering cases on social and economic rights. The conclusions of the European Committee of Social Rights can be directly used in the court's judgments. Moreover, the digest of a case law of the committee can be used for the interpretation of the social rights provided under the Charter. And I would add that we see today that in the nearest future, the issues of access to health care and non-discriminatory approach in the provision of a medical assistance, sorting of patients, might become a new trend in complaints lodged before the national courts across Europe. These issues, among other things, will be addressed by the European Committee of Social Rights in its future conclusions. Dear colleagues, allow me to stop here and let me also apologize in advance for not being able to attend the rest of the seminar. In fact, in a few minutes, I have an exchange of views with the Committee of Ministers of the Council of Europe. But I'm sure that your event will help to better understand the system of European Social Charter and the committee's case law and enhance their application by the Ukrainian administrative courts. I thank you for the attention and wish you fruitful discussion. Thank you. Щиро дякуємо, пане Джузеппе, за Merci beaucoup, Giuseppe, de cette importante interlocution. On espère que ce webinaire et notre coopération avec la Cour de cassation et l'École nationale des juges en Ukraine va améliorer la pratique d'application de la Charte européenne sociale et aussi que les pratiques du Comité européen sur les droits sociaux par les cours nationales de l'Ukraine. Et j'espère que ce sera une réalité très bientôt. Je vous remercie de joindre notre événement. Et comme j'ai déjà dit, l'événement d'aujourd'hui est organisé par deux projets du Conseil de l'Europe qui sont implémentés selon le plan d'action pour l'Ukraine. Et c'est très important pour nous qu'il y ait la synergie entre les projets et qu'il y a une coopération active et très durable avec nos partenaires. Et pour la parole finale, je voudrais donner à Madame Olena Litvinenko, qui est le chef du Conseil de l'Europe en Ukraine. Et merci, Suzanne. Bonjour à toutes et à tous aux participants de cet événement. Comme le chef du Conseil de l'Europe en Ukraine, je voudrais remercier nos partenaires nationaux, la Cour de cassation administrative, son chef Mikhailo Smokovich, l'École nationale des juges en Ukraine, et sa recteur, M. Mazurok, de la coopération pour implémenter le plan d'action de l'Ukraine et aussi pour l'initiative de soutenir l'organisation, la participation de cet événement. C'est vraiment très bon qu'on a eu M. Palmisano avec nous, le président du Comité européen des droits sociaux
qui travaille sur les provisions, l'application des provisions de la Charte sociale et la protection des droits sociaux des personnes vulnérables. Grâce à la synergie et la coopération de deux projets de Conseil de l'Europe, comme Susanna a déjà dit, pour la démocratie soutenable en Ukraine et aussi sur les personnes déplacées. L'événement d'aujourd'hui à juin, c'est vraiment très bon pour nous, pour l'Office du Conseil de l'Europe en Ukraine. Il y a beaucoup d'experts nationaux et internationaux pour échanger des pratiques sur la protection des droits sociaux des personnes déplacées et d'autres groupes vulnérables basés sur les standards internationaux et l'expérience. Aussi, les cours nationales jouent un rôle principal pour assurer les droits de personnes, aussi sur les bases des standards, comme les provisions de la Commission européenne sur les droits de l'homme et la pratique de la Cour européenne. Mais quand on parle sur la protection des droits sociaux, c'est très important d'avoir les pratiques pour les chartes sociales. Et en fait, ce sont aussi les conclusions du comité social qui étaient représentées par M. Palmisano, parce que en fait, la Commission européenne, on a aussi on doit appliquer comme ça la participation active de la société civile. Aussi les instruments des mécanismes et leur implémentation. Et donc le webinaire aujourd'hui, c'est pour expandre l'information sur les standards nationaux, la charte européenne sociale et aussi l'expérience dans le domaine de personnes déplacées, protection sociale, qui est aussi... Je pense que ce webinaire est vraiment une chose très importante pour le projet qui travaille avec les personnes déplacées parce que la phase courante est dans la conclusion et maintenant l'équipe de ce projet va présenter les résultats de ce projet. Dès le 1er janvier, on va commencer une nouvelle phase de ce projet qui sera jusqu'à la fin de 2022 pour qu'on puisse arranger le soutien du Conseil de l'Europe pour le long terme. En fait, cela aide l'implémentation efficace dans les protections et aussi en fait, l'événement d'aujourd'hui nous donne la possibilité de prendre compte des défis qu'on a dans le système de protection, aussi que les activités en avenir, et aussi d'avoir les activités courantes. Et le programme qui sera sur le sujet de la charte européenne, qui Suzanne a déjà abordé. Et j'espère que la discussion d'aujourd'hui sera très intéressante et très utile pour les juges, pour la protection des droits sociaux des groupes sociaux, les avocats, les chercheurs, et aussi ça va aider la protection des droits selon les standards européens, les bonnes pratiques et les provisions de la Charte européenne sociale et de la Convention européenne sur le droit de l'homme. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne discussion. Merci. Merci, Olena, de résumer tous ces mots d'introduction et que vous avez dit la chose principale, que cet événement est dirigé vers les juges d'utiliser ces standards, en particulier la Charte européenne sociale et la pratique
pour que notamment le but principal, c'est en fait la meilleure voilà, pour la protection des meilleure droits. défense des On va groupes vulnérables espérer de la que ce webinaire société. va Voilà, nous c'est notre aider. objectif et Et j'espère que notre maintenant, je séminaire voudrais remercier y contribuera. tous qui Merci à tous ceux qui ont intervenu dans la première Monsieur partie de notre Smakovic, séminaire, Monsieur Monsieur Smakovic, Monsieur Mazurov, Monsieur Palmisano, Madame Litvinenko. Merci un grand beaucoup. merci à vous, Et de nous vos vous mots remercions de qui nous vos inspirent interventions et qui nous inspirent commencent et qui notre guident travail quelque part d'aujourd'hui. notre On travail d'aujourd'hui. espère que Nous tous les sujets espérons seront que tous les abordés sujets, et que le but va être que nous pourrons atteint. traiter tous les sujets, que nous Merci allons atteindre beaucoup. nos objectifs. Et Et maintenant, nous on passons va passer à notre première session principale de notre webinaire, qui sera dédié aux standards internationaux et les meilleures pratiques et les nouvelles expériences dans le secteur de la protection des droits sociaux des catégories vulnérables. Ce qui est très important pour nous, c'est de partager l'expérience des pays européens et parler un peu plus des standards du Conseil de l'Europe et bien sûr laisser du temps pour discuter la mise en œuvre, l'application de ces standards en Ukraine, s'il y a des problèmes en Ukraine liés, quels sont les problèmes en Ukraine et qu'est-ce qu'on peut faire pour appliquer cette pratique européenne en Ukraine. Pour cela, nous avons invité nos experts internationaux et nationaux et nous allons commencer avec l'intervention avec un aperçu général des droits sociaux garantis par la Charte sociale européenne révisée et la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux et sa mise en œuvre au niveau national, et notamment de certains pays membres du Conseil de l'Europe, qui nous sera présenté par Madame Carmen Salcedo-Beltran, qui est conseillère, consultante et experte internationale du Conseil de l'Europe. Elle est également professeure à l'Université de Valence en Espagne, et elle va s'arrêter sur la pratique et sur la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux et de la Charte sociale européenne révisée en général. Encore une annonce technique pour ceux qui comprennent l'anglais et l'ukrainien. Madame Beltran interviendra en français, donc choisissez bien la langue de traduction si vous en avez besoin. Merci beaucoup. Carmen, je vous passe la parole. Vous avez 40 minutes pour votre intervention. Merci beaucoup. Tout va bien? Vous m'entendez bien? Так, вас чути, все добре. Oui, nous vous entendons très bien. Tout va bien, merci. Ah, merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier les responsables de l'organisation de m'avoir invité à participer à cet intéressant webinaire. Je suis très honorée de faire partie avec les autorités, les experts et les consultants internationaux du Conseil de l'Europe et de la Charte sociale européenne, le président du Comité européen des droits sociaux et, très important, les juges et magistrats. Ensuite, je vous prie de m'excuser, mesdames et messieurs, de donner la conférence en français. De la même façon, je voudrais exprimer ma gratitude au service du Conseil de l'Europe pour mettre à disposition les moyens et le rendre possible. Précisément, tout le travail au regard de la mise en œuvre de la Charte sociale européenne et de la jurisprudence du Comité a entraîné un manque de temps concernant les langues. Encore plus depuis les dernières années consacrées à deux défis par rapport à mon pays. D'un côté, l'application de la Charte sociale européenne pour les juridictions internes. D'un autre côté, la ratification de la version révisée de la Charte sociale et du protocole de réclamation collective. Le résultat du premier ont commencé à être visibles à partir de 2013 à l'ordre judiciaire social. Depuis cette année,
la charte sociale européenne et l'interprétation authentique du Comité européen des droits sociaux, moyennant les décisions sur les biens fondés et les conclusions, sont devenus les instruments les plus importants et effectifs pour garantir les droits sociaux en Espagne. Sans aucun doute, on peut affirmer que mon pays figure actuellement parmi les États les plus avancés dans le domaine de la première et deuxième instance judiciaire par rapport à la mise en œuvre effective de la Charte sociale européenne. En ce qui concerne le deuxième défi, depuis le 10 novembre 2020, le gouvernement espagnol a commencé la procédure législative d'urgence qui autorise la ratification de la version révisée de la Charte. Par rapport au protocole, l'accord du Conseil des ministres informe de la ratification aussi des réclamations collectives, mais de nos jours, celle-ci est contradictoire au regard de si l'acceptation la fera via la déclaration spécifique de la part 4e, article 2 de la Charte sociale européenne révisée ou la fera séparément. Évidemment, depuis cette date, nous travaillons tout le temps avec les organisations non gouvernementales, certains syndicats et les collectivités sociales pour forcer la première. Je commence mon intervention. Alors, je vais voir. Je commence mon intervention pour souligner qu'elle est consacrée aux protagonistes principaux de la mise en œuvre de la Charte, les juges internes. Ils sont un des acteurs les plus responsables de ce défi. Toutes les institutions publiques de cette partie doivent respecter les engagements des normes que l'État a acceptées. Leur ratification entraîne cette conséquence. Dans le cas contraire, l'ordre judiciaire s'institue un gardien de leur respect, c'est-à-dire doivent réaliser les droits sociaux que le traité reconnaît et garantit à la population. Rendre réalisable l'enjeu concernant la mise en œuvre de la Charte relève à son domaine. Ils sont essentiels les plus proches des populations et des réclamations à la suite des violations de la Constitution sociale de l'Europe. Ces responsabilités, il faut l'interpréter en termes de progrès réalisés par les institutions nationales qui doivent surveiller le respect de l'ordre juridique complet, y compris les traités européens de droits sociaux par excellence, les pactes européens de la démocratie sociale, autrement dit, le vecteur essentiel de la dimension sociale de l'Europe. J'insiste et mets en exergue ces progrès sur les droits sociaux, le constitutionnalisme et la justice sociale. Je le fais dans le but de réaffirmer la valeur de la Charte et de regretter que d'habitude, cette mise en œuvre se met en cause, se nuit, s'écarte ou s'apprécie négativement. Elle découle d'une vision réductrice et obsolète de l'effectivité de notamment cette source internationale. Je mets l'accent également sur le terme effectivité.
il est opportun pour avancer concernant la mise en œuvre plus large que la justiciabilité, qui ne relève que les cours et tribunaux stricto sensu. C'est pour cela que j'avance l'affirmation avec laquelle je finirai ma conférence après l'avoir démontré. La seule chose nécessaire pour faire en réalité la mise en œuvre de la charte sociale européenne et de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux est d'avoir la volonté de le faire. La charte sociale européenne est un instrument qui garantit droits sociaux effectifs. Les contenus et termes du traité sont catégoriques et fermes. De la même façon, l'interprétation authentique de l'organisme de surveillance, moyennant les décisions sur les biens fondés et les conclusions, est contraignante. Tous les deux sont devenus les instruments les plus importants pour garantir les droits sociaux. Après cette introduction, pour expliquer l'aperçu général de la mise en œuvre au niveau national des droits garantis par la charte sociale européenne révisée et la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux, j'ai découpé mon intervention en 3 parties. La première portera sur certaines notions de base au regard de la mise en œuvre, dans le but de faire face aux obstacles que normalement tous les professionnels du droit se trouvent. Je suis sûre que la plupart vous les connaissez. Mais si on discute sur la charte sociale, il faut le répéter pour insister, réaffirmer et faire appel à la mémoire, surtout des États et autorités gouvernementales des engagements convenus les jours de la signature. Après ces lignes générales, je vous montrerai en la deuxième partie le panorama de la mise en œuvre de la charte au niveau de certains pays européens. De cette façon, je pourrai vous révéler que les notions de base ne se respectent pas quand le traité à appliquer est la charte sociale, une conclusion de non-conformité ou une décision sur le bien fondé qui condamne. Même s'il y a des éléments communs d'opposition, je décrirai les significatifs progrès positifs de certains pays à la suite des modifications du marché du travail et des mesures de gouvernement à cause de la crise économique. Elles contraviennent aux engagements internationaux et de plus en plus, les juges ordinaires constatent l'inconventionnalité et écartent l'acte législatif. Moyennant deux exemples, je ferai visible que la mise en œuvre est tout à fait réalisable. La troisième expliquera le cas de l'Espagne. La raison d'analyser ces pays en particulier se trouve à la suite du progrès réussi depuis l'année 2013. De nos jours, cet état étant de plus avancé au regard de la mise en œuvre effective de la charte. Atteindre ce but a été extrêmement compliqué, beaucoup plus si on compare avec la plupart des pays européens. La raison, ces pays n'ont ratifié la version révisée ni le protocole de réclamation collective. Les juges domestiques, même si la réalité espagnole est restée déplorable, inadmissible, inexcusable et incohérente,
l'applique moyennant la jurisprudence de deux mécanismes de contrôle, le système de rapport et la procédure de réclamation collective. De plus, permettez-moi de vous dire qu'on peut affirmer qu'il est le plus avancé depuis 4 mois. Le mois de juillet dernier, 3 jugements ont appliqué l'interprétation de 2 décisions sur les biens fondés sur l'article 24 de la Charte sociale européenne, c'est-à-dire les réclamations numéro 106 Fini Societio Socialoi contre Finlande et 158 de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro contre Italie. Je souligne la disposition, l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, une disposition qui ne fait pas partie de l'ordre normatif espagnol. Les juges domestiques ont fait la synergie avec la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail. Ils ont mis l'accent sur la convergence de 2 textes internationaux pour compléter les textes de l'Organisation internationale du travail et incorporer l'article 24 et l'interprétation du comité à ce sujet. C'est une situation étonnante, même incroyable, mais réalisable. Se pose donc la question de savoir comment ont-ils parvenu à ce succès. Je le reprendrai plus tard. Après cette introduction, la première partie portera sur certaines notions de base fondamentales au regard de la mise en œuvre de la charte. Il faut le rappeler, insister et le réaffirmer dans le but de faire face aux obstacles que d'habitude tous les professionnels du droit se trouvent à cet égard. Le réticent et le rejet à admettre l'invocabilité du traité et de la jurisprudence du comité s'explique sur un point clé, le déficit de connaissances. Toutes les nombreuses difficultés à ce sujet se synthétisent à une ignorance ou malconnaissance. Je les illustrerai plus tard. Malheureusement, trouver des exemples est très facile. Je ne manque à mettre en cause aux institutions académiques, les universités, de cette situation qui n'enseignent pas la charte. Le droit européen fréquemment ne considère que le droit de l'Union européenne. Au regard du Conseil de l'Europe, il n'existe que la Convention des droits de l'homme. Le droit européen fréquemment ne considère que les droits de l'Union européenne. Les acteurs en droit, au lieu de reconnaître les déficits et les corriger, les cachent. La situation se prolonge, les erreurs se transmettent. Cette grave réalité a des effets directs sur la mise en œuvre de la charte. L'ignorance se déroule dans 3 domaines. En premier lieu, sur la charte sociale européenne, notamment se mélangent les droits de l'Union européenne à la charte sociale. De la même façon, les versions de la charte ratifiées à mon pays, très commun, parfois les autorités se servent de 2 versions pour élever à une condamnation. Le mépris de la charte sociale européenne face aux droits de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme, la confusion entre les principes de la partie première et les obligations de la partie deuxième, des faits contraignants
pour toutes les institutions publiques qui conforment un État. Les dispositions du traité sont fermes à ce sujet. Permettez-moi de les mettre en exergue. La partie première note sa condition programmatique, mais la partie deuxième distingue l'engagement des États à se considérer liés par les obligations résultantes des articles. Les articles B et C de la Charte constatent que les États acceptent des obligations juridiques. Également, l'article A remarque les différentes conditions de la partie première et de la partie deuxième. De même, le Comité européen des droits sociaux dans la plupart des décisions sur les biens fondés. Par exemple, la réclamation numéro 1-99. Je mets l'accent aussi sur un sujet lié à l'effet contraignant, l'effet direct, vertical et horizontal, c'est-à-dire entre particulières. Celui-ci entraîne la responsabilité de l'État pour adopter la normative qui ne respecte pas les dispositions ratifiées. Donc, la Charte sociale européenne est un traité international contraignant. L'effet qu'une violation de la Charte n'entraîne pas de sanctions au plan international ne remet pas en cause cette affirmation. En deuxième lieu, un des sujets les plus contestés, le Comité européen des droits sociaux. Une réticence persistante face à cet organisme de surveillance est à la suite. Le mépris du Comité européen des droits sociaux en raison de son caractère non juridictionnel. Également, en ce qui concerne son autorité, affaiblie par l'intervention du Conseil des ministres dans le processus de surveillance. Je mets l'accent sur cette raison qui néglige la valeur du Comité européen du fait de cette intervention. D'après moi, elle est des plus faibles à partir du moment où les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sont transmis aussi au comité des ministres qui en surveille l'exécution. La même tâche ne met pas en question les arrêts de la Cour européenne. Il faut différencier les domaines de la décision exclusive pour le comité européen de celui de l'exécution. Les réserves quant au fonctionnement actuel de la procédure de réclamation collective, notamment les pourcentages élevés de réclamations déclarées que le comité statue recevable ou les interprétations extensives du comité au-delà de dispositions. Et bien sûr, si l'organisme est mis en question, encore plus l'effet contraignant des décisions, des conclusions et des décisions sur les biens fondés. Ainsi, les juges et gouvernements ne se sentent pas tenus de suivre les interprétations du Comité européen des droits sociaux. Il faut rappeler qu'en ratifiant la Charte, les États acceptent la compétence de son organe de contrôle. Les États se sont engagés à respecter ces décisions. Le comité statue en droit. De plus, en tant qu'organe souverain en exclusivité, habilité au plan international à contrôler la conformité du droit et des pratiques des États membres avec la Charte, son interprétation doit être qualifiée d'authentique.
Cette lecture fait corps avec les textes de la charte qui doit être lu à la lumière de la jurisprudence du comité en tant qu'interprète privilégié. Il est nécessaire de renforcer la connaissance et la prise en compte de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux. Les termes du traité ont de la consistance avec cette jurisprudence. En troisième et dernier lieu, évidemment, les objections et déficits des deux points précédents relèvent au moment de placer les traités et la jurisprudence dans le système de sources de l'ordre normatif et leurs règles d'articulation à l'échelle interne. Les traités ne s'appliquent pas ou se mélangent le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité, clé pour mener à bien la mise en œuvre. Fréquemment, les juges associent la mise en œuvre de la charte avec une confrontation de la jurisprudence des cours constitutionnelles. Par exemple, si on statue précisément la constitutionnalité d'une norme qui ne respecte pas la charte. C'est une erreur. Il faut différencier le contrôle de constitutionnalité du contrôle de conventionnalité. Quelques illustrations témoignent la méconnaissance concernée et en outre montrent même une position confortable. En premier lieu, sur le site web du défenseur des droits de l'homme en Espagne, après cliquer sur la mention Conseil de l'Europe, fait le lien sur le Conseil européen de l'Union européenne. En deuxième lieu, il y a 20 jours, le site web du Conseil des ministres espagnol communiquait la nouvelle de la ratification de la charte sociale révisée et l'a placée comme traité du Conseil européen. L'année dernière, la même nouvelle plaçait la charte à l'Union européenne. En troisième lieu, un récent arrêt du Tribunal suprême espagnol du mois de mai 2020 mentionnait le Comité européen des droits sociaux et le Comité d'experts indépendants, c'est-à-dire le tribunal réfère à deux organismes de surveillance de la charte à la fois. Ces déficits peuvent se corriger moyennant une tâche pédagogique spécifique de la charte et de la jurisprudence du comité. Elle s'avère indispensable au regard du domaine judiciaire des avocats, des organisations non gouvernementales et les institutions publiques. En particulier sur 6 points essentiels. L'effet contraignant de la partie 12e du traité. Aussi de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux, conclusions et décisions sur les biens fondés comme interprétation authentique. La hiérarchie entre le droit international, y compris la charte, et le droit national. L'absence de confrontation parmi les sources de droit si la mise en œuvre de la charte se réalise, c'est-à-dire on applique les standards de protection plus élevés sans annuler les autres. Le contrôle de conventionnalité et la différence capitale entre celui-ci et le contrôle de constitutionnalité dans le but de démontrer qu'il n'existe pas de confrontation entre les jugements ou arrêts de l'instance inférieure et la jurisprudence du tribunal constitutionnel. L'inexistence de hiérarchie entre les droits de l'Union européenne
et les droits du Conseil de l'Europe dans l'ensemble de l'ordre juridique interne. Quant à la deuxième partie, en général, le panorama de la mise en œuvre de la charte sociale révèle les déficits dont je vous ai parlé. Il comporte des méfiants arguments qui mettent en cause sa valeur encore plus sur les comités européens. Mais il faut souligner une évolution clairement perceptible les dernières années qui s'est traduite en une ouverture à l'égard de la charte et de la jurisprudence du comité. Les juges nationaux commencent à modifier son attitude. Ce progrès est différent. Je l'illustrerai en augmentant pour finir avec mon pays. D'après moi, pour l'instant, la volonté positive des juges de première et de la deuxième instance espagnole et leur résistance méritent d'être examinée et être honorée à ce sujet. Un pays à l'accueil au niveau législatif en tête au regard de la mise en œuvre de la charte et de la jurisprudence du comité. En ce qui concerne la Turquie, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation réfèrent constamment à la charte sociale révisée, surtout dans les domaines des droits syndicaux et la dignité au travail, afin de renforcer leur argumentation. On peut parler d'une application directe de la charte, mais d'une façon superficielle. Quant à l'Autriche, référence programmatique et générale au cours des modifications législatives pour leur soutien. Par rapport à l'Allemagne, les tribunaux sont favorables au droit international, moyennant l'interprétation du droit national plus favorable de la charte, en particulier les droits de grève. En Grèce, la jurisprudence la plus importante en cette matière a été l'arrêt 32-20 de 2017 du tribunal de première instance de Pirée, ayant reconnu l'effet horizontal et direct de l'article 24 de la Charte sociale européenne, le droit à la protection en cas de licenciement. Au regard de la Belgique, un arrêt du 26 juillet 2017 de la Cour constitutionnelle en soutien des considérants des principes sur les droits de mener une action collective, les juges constitutionnels mentionnent en effet explicitement la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux au terme de laquelle le fait de réserver la décision d'enclencher une grève au seul syndicat représentatif ou les plus représentatifs constitue une restriction qui n'est pas conforme à l'article 6 de la Charte. À propos de l'Italie, par exemple, la Cour constitutionnelle, moyennant l'arrêt numéro 1994-18, valorise la Charte. Mais, par contre, sur les conclusions et les décisions sur les biens fondés du comité, statuts qui ne sont pas contraignants, même mettent l'accent à une interprétation extensive contraire au principe de la Constitution italienne. Avant-dernier pays, la France. Il faut noter une clairement perceptible évolution les 10 dernières années. Au début, les juges administratifs rejetaient la charte, mais enfin, le Conseil d'État
a reconnu pour la première fois l'effet direct d'une disposition de la charte par l'arrêt Fischer du 10 février 2014. Cet arrêt reconnaissait l'effet direct de l'article 24. Par la suite, il a admis ce même effet s'agissant de l'article 5. En revanche, il a confirmé l'absence d'effet direct d'autres dispositions de la charte. Les juges judiciaires français pour lesquels la charte sociale était invoquée soit ne répondaient pas explicitement aux moyens, soit ont semblé rejeter implicitement son application directe. Cette situation a timidement évolué dans le sens d'une plus grande ouverture. Du côté de la Cour de cassation, elle s'est traduite par une tendance de la Chambre sociale à se référer plus régulièrement à cette source dans ce motif. Pour autant, elle n'a toujours pas admis explicitement sa justiciabilité. Le sujet à la suite de la mise en place par l'ordonnance numéro 2017 d'un barème contraignant pour les juges, enfermant dans un plafonnement l'indemnisation des travailleurs ayant fait l'objet d'un licenciement, est au débat. La question se posait en justice de savoir si un tel barème était compatible avec l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée et ainsi qu'avec l'article 10 de la Convention de l'Organisation internationale du travail. Or, les juges du fond ont eu des appréciations divergentes sur le point de la conventionnalité du barème, mais également sur celui de l'invocabilité de ces sources internationaux. La Cour de cassation dénie l'effet direct de l'article 24 dans un litige entre particuliers. En revanche, elle reconnaît l'effet direct de l'article 10 de la Convention de l'OIT, tout en concluant à la conventionnalité de la législation française. Ce rejet discutable a arrêté l'évolution positive. Entre-temps, on attend la décision sur les biens fondés du Comité européen des droits sociaux de la première réclamation que les syndicats français ont présentée. En résumé, tous les exemples témoignent que la mise en œuvre de la charte est réalisable, mais la réussir est un parcours plein d'obstacles. Ceci concernant un pays en particulier, l'Espagne, était encore plus compliqué, qui sera analysé à la troisième et dernière partie de mon intervention. La raison de le faire se trouve à la suite du remarquable progrès réussi depuis l'année 2013. De nos jours, cet état étant de plus avancé au regard de la mise en œuvre de la charte. La réussite du défi de la mise en œuvre découle d'un travail de défenseurs et chercheurs de la charte face au déficit de connaissances. Mon pays est actuellement l'un des plus avancés au regard de l'effectivité de la charte, difficile mais réalisable. Heureusement, l'indifférence législative n'a pas empêché les progrès du domaine judiciaire. Comment est-on parvenu à ce succès? L'origine découle de nombreuses modifications législatives que le gouvernement espagnol a effectuées à partir de l'année 2012 suite aux conditions imposées par l'Union européenne en échange de l'assistance financière reçue. On peut affirmer que la plupart des réformes adoptées ne respectaient pas les engagements au regard de la Charte sociale européenne.
Les premières personnes affectées ont commencé à demander une première instance judiciaire contre l'entrepreneur ou l'entité publique qui a supprimé les droits que la charte reconnaît. À partir de l'année 2013, les jugements de la première instance ont commencé à reconnaître les droits moyennant le contrôle de conventionnalité. Par rapport à la charte sociale européenne, garantie par l'article, garantie par l'article 1996 et par la loi 25/2014 sur les traités internationaux. Même s'il n'y avait pas d'unanimité, les juges de première instance résistaient au cours des années 2014 et suivantes, et en plus, se raillaient davantage au regard d'autres matières. A priori, la deuxième instance était réticente et contre, mais enfin, à partir de 2017, les arrêts qui validaient certains jugements de la première instance ont commencé à se prononcer. C'est ainsi que de nos jours, on a atteint l'effet direct de la charte sociale européenne et de la jurisprudence du comité face à ces matières. En particulier, ces matières sont les contrats de soutien aux entrepreneurs et la période d'essai de 12 mois est inappliquée suite à l'effet direct de l'article 4 de la Charte sociale européenne, de la décision sur les biens fondés du comité contre la Grèce, la réclamation numéro 65, et des conclusions de l'Espagne de 2014. L'abrogation de la revalorisation de pensions a été inappliquée en réponse à l'effet direct de l'article 12 de la Charte. La reconnaissance de la période d'instance suite à l'effet direct de l'article 2 de la Charte. La garantie du niveau minimum suffisant des allocations suite à l'effet de l'article 13 de la Charte. Vous pouvez voir aussi les décisions sur les biens fondés. Ce panorama de juges de résistance recevait le soutien incontestable d'un magistral arrêt de la Cour constitutionnelle espagnole. Je me réfère à l'arrêt du 20 décembre 2018 qui confirmait la première et deuxième instance judiciaire au regard du contrôle de conventionnalité. Cet arrêt est le plus important en Espagne en ce qui concerne le contrôle de conventionnalité, puisqu'il détermine d'un côté un ferme et incontestable soutien à la première et deuxième instance judiciaire et d'un autre côté l'obligation et le droit des instances judiciaires inférieures de sélectionner les droits applicables et de déplacer la loi qui ne respecte pas un traité. De cette façon, on est parvenu 3 matières plus qui appliquent la Charte sociale européenne concernant la protection juridique de la famille suite à l'effet direct de l'article 16 de la Charte, les droits à la sécurité dans le travail face à un licenciement suite à l'effet direct de l'article 3 de la Charte et les conclusions première, deuxième et 14e du comité, et les plus remarquables, les indemnisations du licenciement abusif de l'statut des travailleurs avec l'effet direct de l'article 24 de la Charte sociale européenne intégré à la Convention internationale de l'OIT, c'est-à-dire 3 jugements de première instance ont fait la synergie avec la Convention 158 de l'OIT et à la suite, ils ont incorporé les décisions sur les biens fondés du Comité européen sur l'article 24. À mon avis, ils sont des expressions les plus notables de la volonté de réaliser la mise en œuvre, de la mise en commun des traités de différentes organisations et leur effectivité. Je finis
En conclusion, la mise en œuvre est réalisable. Il faut continuer à travailler et faire face aux défis dont je vous ai parlé, même si le défi est difficile. L'évolution à ce sujet est à la suite. Le progrès social est constatable. Il est nécessaire de rappeler et de demander aux États le respect de leurs engagements internationaux. Face à la passivité ou mépris des responsables gouvernementaux, les juges sont les gardiens de l'effectivité des droits sociaux. D'après moi, je vous ai témoigné l'affirmation du début de mon intervention. La seule chose nécessaire pour réaliser la mise en œuvre de la Charte sociale européenne et de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux est d'avoir la volonté de le faire. Je vous remercie de votre attention et je mets à votre disposition mon courriel pour toute information complémentaire. Merci beaucoup. Щиро дякую, пані Кармен. Merci beaucoup, Carmen, de votre interprétation, de votre intervention. Effectivement, c'est compliqué, un sujet est compliqué. Je pense que nous aurons besoin de plus de temps pour comprendre ce sujet, mais je crois que nous pouvons comprendre, c'est que les juges peuvent et sont obligés d'être les premiers à appliquer de façon la plus large possible la charte européenne sociale et la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux en Ukraine, y compris avec toutes les décisions et des conclusions qui peuvent servir à motiver telle ou autre décision de jugement d'une cour ou d'un tribunal en Ukraine, parce que toute question de il y a la pratique, il y a l'interprétation actuellement. Leur application en Ukraine, on peut déjà les évaluer comme l'application des décisions de la Cour européenne. Enfin, on se référait, enfin, dans certaines situations, on se référait à actuellement, c'est difficile d'imaginer la bonne structure de l'application de ces normes, mais je pense que si nous nous lançons dans cette démarche, je pense que nous pourrons nous référer à votre expérience. Malheureusement, nous n'avons pas prévu de questions après chaque expert, mais après, avant la pause déjeuner, nous aurons une discussion et des questions de tous les participants. Pourront poser des questions à la fin de cette session. Voilà. Maintenant, nous allons entendre une intervention sur le développement des droits sociaux en tant qu'un facteur clé de la démocratie durable en Ukraine. Notamment, nous allons parler de la pratique de la jurisprudence des cours administratives, des opportunités pour les cours en Ukraine, quels sont les défis, quelles sont les possibilités d'utilisation des normes européennes. Et donc, j'invite à la parole Monika Smouch-Kulesha, qui est conseillère internationale du projet de conseil de l'Europe réalisé en Ukraine, qui représente la Pologne, et qui est magistrate et aussi qui enseigne à une école, à une université de Lodz.
Monica, your microphone is turned off, just in case you didn't know. Thank you very much, Susanna. I hope now I can start my speech. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's my honor to be here with you today and to present European Social Charter as an international instrument for protection of social rights, also in or with special attention paid to administrative justice. And it's my great pleasure to speak in front of such a highly professional audience. In the first words of my speech, I would like to express my strong gratitude to the Council of Europe and its office in Ukraine for mandating me to make the presentation as the representative of the Council of Europe during such a valuable webinar. My presentation will consist of 3 parts. I will start with very, very brief introductory remarks. Then I will concentrate on the best practices of applying European Social Charter and the case law of the Committee of Social Rights, first by Polish administrative courts, and then I will turn to international courts. Finally, the last part of my speech will be devoted to challenges and opportunities connected with applying the Charter as an international instrument for protection of social rights. The aim of my presentation is to prove that the Charter and the case law of the Committee can and should be used by all courts, of course, but today we are concentrating at administrative courts, so I will try to put as much attention as I only can on the fields in which administrative courts specialize, to protect social rights, especially of the most vulnerable groups of the society. And my second goal, very important goal, because today I am speaking in front of judges. Of course, not only judges, but the audience includes judges. My second goal is to share best practices of applying the Charter and the case law of the Committee, and this way to encourage national judges to apply the Charter and the case law of the Committee dealt with, in cases dealt with at all levels. I hope I will manage to encourage as many judges to apply the Charter as it is only possible. So first of all, as I told you, I will start with some introductory remarks very, very briefly. So the European Social Charter, as it has been said before, is a Council of Europe treaty that guarantees fundamental social and economic rights, and it is a counterpart to the European Convention on Human Rights, which refers to civil and political rights. The Charter of Fundamental Rights guarantees a broad range of everyday human rights related to employment, housing, health, education, social protection, welfare. We all know it very well. The Charter, which is very important, lays a specific emphasis on the protection of vulnerable persons. For example, which was also said today, which has also been said today, such as elderly people, children, people with disabilities, migrants. And it requires that enjoyment of all the rights guaranteed in the Charter should be applied without discrimination to all the people, including those most vulnerable. No other legal instrument at pan-European level can provide such an extensive and complete protection of social rights that is provided by the Charter. And what is worth stressing, the Charter serves as a point of reference in European Union law. I will turn to it in the second part of my presentation. I will show that even the European Court of Justice turns to European Social Charter and makes references to the case law of the European Committee of Social Rights.
So the Charter is seen as the social constitution of Europe and represents essential component of the continent's human rights architecture. The honoring of commitments entered into under the Charter by the parties is subject to the supervision of the European Committee of Social Rights. This is a monitoring body that consists of independent, impartial members who are elected by the Council of Europe's Committee of Ministers for a period of 6 years. The committee monitors compliance with the Charter under two complementary mechanisms. It was introduced today by Mrs. Giuseppe Palmisano, the President of the European Committee of Social Rights. So not to say twice the same, I will just mention that there are two procedures: the collective complaints procedure and the reporting system. And within those two procedures, the committee checks compliance of regulations of states with the Charter. And insofar, which was also stressed by Mr. Giuseppe Palmisano, insofar as they refer to binding legal provisions and are adopted by a monitoring body established by the Charter and relevant protocols, the decisions and the conclusions of the committee must be respected by the states concerned. And even if they are not directly enforceable in the domestic legal systems, they set out the law and can provide basis for positive developments in social rights through legislation and case law at the national level. And now turning to best practices of applying the European Social Charter and the case law of the committee in administrative justice, I would like to start with national level. And I would like to concentrate on Polish example, first of all, because this is the example that I know quite well. And secondly, because Poland and Ukraine are close neighbors, the economies of both countries are at similar level. And I think that both countries may and should change their experience for increasing the protection of social rights, and especially the protection of rights of the most vulnerable groups of society. At the beginning, it must be stressed that both Poland and Ukraine have ratified the European Social Charter, though Ukraine ratified the revised European Social Charter, and Poland ratified only the first, the 1961 European Social Charter. It has not ratified yet the revised European Social Charter. Neither Ukraine nor Poland have accepted the system of collective complaints. Turning to best practices from Poland, I would like to present some statistics. And in the official state database of administrative courts judgments, there are nearly 1,840,000 judgments of regional administrative courts and the Supreme Administrative Court of Poland. And unfortunately, references to the European Social Charter can be found only in 167 judgments. But what is maybe worth stressing, last two out of this over 160 are dated September 2020. So I think it proves the tendency to use European Social Charter more and more often last time. Unfortunately, in the database, in the official database of administrative judgments in Poland, there are no references to the interpretations of the Charter made by the European Committee of Social Rights. Looking at those judgments which are, I think, worth mentioning and which can show the practice of applying European Social Charter at national level, I would like to show some quotations from judgments. I will not speak about judgments as such, because this is not my point. I would just like to stress the situations in which European Social Charter is applied, and the way in which Polish courts apply this charter, and include some references to the charter
differ in their judgments. So first of all, I have chosen the resolution of Administrative Court of the Supreme Administrative Court from 2006. In my opinion, this is important. Judgment, because in this judgment, the Supreme Administrative Court of Poland used the European Social Charter as a base for the interpretation of the key term in the case. The key term of the case was to interpret the scope of the term social security under the Act on Social Security System. And while interpreting this term, the Supreme Administrative Court of Poland turned to international legal terminology, stressing that it is obligation of each country, which is a member of the Council of Europe, to understand, to interpret the terms of national acts in the light of international obligations, which is obvious, of course, but it was stressed. And the interpretation given to the term social security was the interpretation done in the light of the European Social Charter. The court stressed that in the countries that ratified the European Social Charter, such interpretation is an obligation, and stressed that the fact of ratification of the Charter lists Poland among those European countries whose special security system must meet the standards which are invoked in the Charter, and here in ILO Convention, which is also turned to by the Charter. Next example is the judgment from year 2009. And in this case, the court had to provide interpretation of the regulation of granting pensions as a way of exemption for especially vulnerable persons in case of failure to comply with the standard requirements under the legislation on pensions from the Social Security Fund. Here, the Supreme Administrative Court of Poland also turned to international obligations and turned to and applied European Social Charter, stressing that those regulations express states' responsibility towards the international community to encourage elimination of unemployment and ensuring work for all citizens, and in case of failing to comply with the obligation, to provide such citizens with social security, enabling them life in conditions not violating human dignity. Nevertheless, the court stressed that Article 13 of the European Social Charter does not provide for autonomous legal base for public authority acts, but expresses an idea from which values shaping citizens' rights and obligations shall be derived. And the court stressed that thus it must be understood as basis for interpretation and application of law by public authority. So I have chosen this judgment to prove that even if the charter or particular provision from the charter was not used to interpret particular provision, particular term, still the Supreme Administrative Court used European Social Charter, stressing that it must be understood as basis for interpretation and application of law by public authority. Now I will turn to best practices from international level. I will turn to best practices from European Court of Human Rights. This will be our first court to look at. And in the last part, I will turn to the Court of Justice of the European Union. So first judgment of the Court of Human Rights, which I have chosen, is the case of Baykara versus Turkey.
And I've chosen this judgment due to its very important inclusion of the provisions of the European Social Charter by the European Court of Human Rights. And the case considered the right, the basic part of the case, the basic right that was dealt with in the case was the right to organize. And the European Court of Human Rights, interpreting the scope of this very important right, turned to European Social Charter and decided that the right to organize had a negative aspect which excluded closed shop agreements, and the court considered largely on the basis of the European Social Charter. So this judgment gives an excellent example that European Social Charter is perceived as a base to shape, to interpret most basic provisions, most basic rights, most basic terms by the Court of Human Rights, who quotes in its judgments the Charter itself, and here referred to Article 6, paragraph 2. My next example by the European Court of Human Rights presents another attitude of the European Court of Human Rights and another way of using the whole values given by the European Social Charter. In this judgment, the European Court of Human Rights turned not to Charter itself, but included quotation from the decision, from conclusions by the European Committee of Social Rights. So this judgment by the European Court of Human Rights shows that not only the text of the Charter itself can and shall be used by the courts, but also the case law of the European Committee of Social Rights. And in this case, the European Court of Human Rights interpreted the right to social security and the right to physically or mentally disabled person to vocational training, rehabilitation, and social resettlement. And the European Court of Human Rights turned to the case law of the European Committee of Social Rights and quoted conclusions concerning Finland and concerning Article 12, paragraph 3. Last case, which I have chosen from the rich jurisprudence of European Court of Human Rights, turning to European Social Charter and to the case law of the Committee of Social Rights, is an example of Ukrainian case, which I think you all know perfectly well. But this case is worth mentioning not only because it is a Ukrainian case, but also as an example of another attitude towards using the Charter and the case law of the committee. Because in this Charter, in this judgment, the European Court of Human Rights quoted the digest itself, showing this instrument and using the interpretation which was given to one of the articles of the Charter in the digest of the case law of the Committee of Human Rights. And the European Court of Human Rights interpreted the right to bargain collectively, in this case of Tymoshenko and others versus Ukraine. And the court turned to interpretation of Article 6, paragraph 4 of the European Social Charter, and turned directly to the digest of the case law of the European Committee of Social Rights, quoting the interpretation given by the European Committee of Social Rights to Article 6.
Now I will turn to the Court of Justice of European Union to show that the Charter is valued also by this tribunal, and to stress that the Charter is a base for lots of European Union documents, which so shall be interpreted in the light of the European Social Charter, which is stressed by the Court of Justice of European Union. So the first case which I have chosen, it's a case, very, very fresh case from September 2020. This is, these are joint cases. The key aspect here was the right to paid annual leave, and the Court of Justice interpreting the scope of this right under European Union regulations and directly to the European Social Charter, and showed and stressed that regulations of European Union, the provisions of Act of European Union in this matter are based on Article 2 of the European Social Charter, among others, of course. Article 2 of European Social Charter guarantees the provision of a minimum of 4 weeks of paid annual leaves. And the Court of Justice of European Union stressed that as Article 2 of the Charter was the base for regulations of European Union, the regulations of European Union must be read in the light of European Social Charter. The second judgment from the Court of Justice of European Union, which I have chosen, is a little bit older. This is to the year 2006. And the key aspect of this case was the right to family reunification of minor children of third country nationals. And I have chosen this judgment to show another way of quoting European Social Charter by the Court of Justice. It can be seen in a group of judgments in which the Court of Justice stresses that according to here one of the directives, the provisions of this directive are without prejudice to more favorable provisions of the European Social Charter. And here, in this judgment and in the judgments which are similar to this, the Court of Justice of European Union stresses the fact that the Charter very often gives benefits which are larger than the minimum regulations of the European Union. And of course, in the regulated sphere, the directives are without prejudice to more favorable provisions of the European Social Charter. The last example is the example from the case from 2018. And this is quoted from the case 684, but this is a clause which is used very often in the judgments of the Court of Justice of the European Union. And according to the pursuant to this clause, that any principle is itself mainly derived both from instruments drawn up by the member states at EU level, such as the Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, which is moreover mentioned in the treaty, and from international instruments on which the member states have cooperated to or to which they are party. Among them, there is the European Social Charter, to which all member states are parties. Among them is the European Social Charter, to which all member states are parties, insofar as they are party to it in its original version, its revised version, or in both versions, also referred in the treaty.
Such a clause is very often used by the Court of Justice of European Union, which highlights this way the importance of the Charter and which places the Charter as one of the most important human rights treaties in the European sphere. So this is the most, this is the widest and the least concrete application of the Charter, but still it's very important to stress that such often clause used in the judgments of European Court of Human Rights, European Court of Justice of European Union stresses the importance of this document and shows that it can be used as a standard quoted in the judgments. Now turning to conclusions. European Social Charter is an instrument for protection of social rights. And what must be stressed can and should be used in Ukrainian administrative justice as an instrument for protection of social rights, and especially for protection of the rights of vulnerable groups. Of course, it is very important for the Charter to be used and invoked by all legal professionals involved in administrative court proceedings. And not only by the court, but also by advocates, for example, who take part in administrative court proceedings. And this Charter and its interpretations given by the committee should provide proper interpretation of Ukrainian regulations and can strengthen way of reasoning under particular regulations which are applied in the case, in a particular case. Best practices from both national and international level show that the Charter can be especially useful while, first of all, interpreting legal terms, secondly, determining the scope of particular rights, and thirdly, the understanding of particular rights. What are the challenges and opportunities of applying European Social Charter? Of course, I hope that my presentation showed that both the text of the Charter and the interpretations of this text given by the European Committee of Social Rights in different forms, in form of conclusion, in form of decisions, can be used in the judgments. It's worth stressing that the committee issues conclusions in which it gives broad interpretation of the understanding of particular provisions of the Charter and concludes if regulations of a particular state comply with obligations under the Charter. The latest conclusions concerning Ukraine have been translated, as far as I know, into Ukrainian language and are available online. I'm here presenting the link, so all interested in getting familiar with this conclusions can easily do it in Ukrainian language. Looking further at the challenges and opportunities of using the European Social Charter, I would like to stress four instruments. So first of all, the easiest and the most comfortable tool that can be used to get familiar with the Charter and the interpretations of the Charter made by the European Committee of Social Rights is the digest of the case law of the European Committee of Social Rights. The latest digest now available is dated December 2018, and it can be reached via internet. This is a huge instrument giving knowledge about the jurisprudence, about the case law of the European Committee of Human Rights. There are also e-learning courses on European Social Charter provided by the Council of Europe in the frames of help learning courses. I can give an example of labor rights as human rights, which is available in Ukrainian language. It's
can also be easily found on help platform of the Council of Europe. Of course, the most comprehensive database of conclusions and decisions of the European Committee of Social Rights can be found in HUDOC database. HUDOC database is the richest source of knowledge about the interpretations of the European Social Charter. And soon there will be another very valuable material for Ukrainian judges, and it will be available, and it will be the training program for judges on European Social Charter and the case law of the European Committee of Social Rights. This program is in the process of drafting, and I think that today Ms. Susanna Mnatskanian will speak about this program at the end of our conference. So I hope everyone will get familiar with this part of the project, which will be especially dedicated to judges. Thank you very much for your attention. Щиро дякую, пані Моніко, за ваш виступ. Merci Monica de votre intervention et de vos conseils pratiques. Comment on peut commencer l'application de la charte sociale ainsi que la pratique par les cours de l'Ukraine. En fait, tous ces instruments sont réalisables, en particulier des gestes. Et je voudrais aussi vous dire que ce DGS est mis à jour constamment et maintenant il y a aussi sur l'étape de ce renouvellement. Et quand nous allons voir la dernière version, on va le traduire vers l'ukrainien pour l'application par les cours ukrainiens parce que c'est un document unique, une collection des interprétations des droits sociaux. Et je vous remercie de votre intervention. Et en fait, on est vraiment compris les interventions de nos experts et quant aux caractéristiques des droits sociaux garantis par la Charte européenne sociale et le comité des droits sociaux. Maintenant, on va passer à notre deuxième partie de ce terme. On va aussi parler des personnes déplacées sur les territoires non contrôlés. Monsieur Lilian Apostol va nous partager sur les personnes déplacées. Il y a aussi l'autorité de Moldova. Et Monsieur Lilian, c'est à vous la parole. That you hear me well, and good morning everyone. Okay, I think now it's okay. Susanna, yeah? It has to adapt itself. Not only me, I have to adapt myself to the presentations, and I will start straight to the point. I will share my presentation. Unfortunately, it is prepared only in English, but I think if my presentation will be helpful for you, I think well, the project will translate it because I prepared a lot of references and materials. Basically, my presentation refers to the study that we made for the project concerning a couple of social security rights, I would say, right to housing, health, and well, my part was social security rights in general. How they are being protected in times of well, difficult times, when IDPs do not, when the government
do not have an effective control over the certain areas. And imagine that such a subject was, I think, difficult even for me, even with my experience of having a lot of cases coming from our Transnistrian region when we actually face quite similar situation. I will provide the details. I will provide a comparative analysis lately, as you see in this section concerning selected practices. But before doing that, I would like to make a brief overview of international standards in this area, because without this overview, I don't think we will understand deeply how the social security rights should be protected in those areas or in connection with these areas. And let me very briefly overview these standards, because we already had a very good and deep analysis of the social security, of European social security, social charter and its framework. However, when I started my analysis, I started analysis from the top, from universal principles. I will not go deep in these universal principles of how social security rights are being guaranteed on the universal level, but we cannot ignore them. And I think you as the judges will agree with me, because when a judge deals with the case, with the social security case, he or she should identify the relevant principles, the basic principles, the sources, the basic sources, how to resolve these cases. And that is why my task is actually to somehow guide you, you as the judges, to guide you how you should approach these rights, even in these difficult situations when IDP comes from or still lives in the government non-control area. So we have UN General Framework, of course. This is International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. From there, all rights took inspiration from. And then we have quite good guiding principles that I selected some principles that could be relevant in particular when it comes to the IDPs, because this guiding principle in general, international covenant does not regulate only the IDP's rights, social rights, of course. It regulates a lot of other rights, of course. But from these guiding principles of UN guiding principles, I try to identify at least some relevant principles that could be useful for you when we examine a particular situation, when you have the difficulty to apply these rights in those areas. And these are two guiding principles here that in these particular situations we may involve protection of social security rights when necessary. And second element that actually does not precisely concern social security rights, it concerns more or less privacy rights. This is identity documents, the right to identity documents, the right to have some recognition in spite of the principle of non-recognition. I will tell you later why I selected this, because this is precisely the point. This is precisely the difficulty in dealing with all rights, not only social security rights, with all rights of the people coming from non-recognized territories.
So that is why I just selected them. I will not go through them as I told you. I will explain them later, why they are relevant for us. And another part that I looked in, this was I think, one of the most relevant rights. These are rights, work-related entitlements, as they are being called, because International Labor Organization actually examined in more detail the problems of IDPs, in particular in this recommendation. That is why I just choose these relevant international universal sources. So how to read these international, basically these international sources, legal sources. So, well, of course, you as a judges, you understand that when it comes to the problem of non-recognized entities and the territories out of control, we always have the problem of jurisdiction. I will tell you this again later when I will refer to the European Court jurisprudence. Well, the problem was in particular with social security rights, that the problem of jurisdiction was very well examined when it comes to civil and political rights. When it comes to social security rights, and this is actually the reference to the International Court of Justice, when it comes to civil and political rights, covenant on civil and political rights, there we have this doctrine of effective control. So basically the idea is that human rights should be guaranteed by those states who have effective control over territory. So this, I think, this is a reasonable question for you. Why we, without effective control, how we can guarantee social security rights and in general any rights in those areas? What are our obligations? And I think this dilemma was tried to be solved by so-called Maastricht principles on extraterritorial obligations. Of course, as you see, these principles refers mostly on extraterritorial obligations of the states in social security rights. Well, some of the references you could find on the parent state duties, as they call it, in our case, Ukraine. In cases when the parent state lost effective control over territories, what are their obligations when we have actually the clash between control coming from another state and loss of control of the parent state control. So it is a difficult topic. I will not go deep in this topic because it will occupy the whole day. I'm just making the reference to the sources where you can find the answers, because the first task of any judge is actually to identify the relevant applicable international principles in our case, because IDP it is an international problem. So that is why my task is actually to show you the sources and where you can find the answers, where you can rely on the answers. And in the rest, when we speak about the substance of the rights, of course, I identify the principles, the key elements of state obligations, that these social and economic rights, they are self-imposed. Should be basically chosen by the state. In other words, the states have a large discretion in this area. They should be implemented without any discrimination. And when it comes to ITPs, I refer to the general comments
of UN Committee on Economic and Social and Cultural Rights. And this is the paragraph referring how IDPs should be treated from the perspective of social security rights. So this would be relevant because they are here we have these basic elements of the state's obligations. So when it comes to the regional protection, and here I will be in more detailed in my explanations. Regional protection, we mostly refer to of course, to the Council of Europe. I left aside the protection granted by European Human Rights Charter, which is quite advanced in guaranteeing social rights. But Ukraine is not a part of European Union, so unfortunately we will be dealing only with the framework granted by the Council of Europe. And this framework, as you already know from presentations of previous speakers, is made basically by 3 pillars. This is some of the recommendations of the Committee of Ministers, is providing a general framework. I chose to look only on some recommendations, particularly dealing with the problems of the IDPs, not in general social security rights. There are a lot of recommendations on that regard. But here I tried to find sources in the Committee of Ministers, documents, recommendations, guiding principles, and so on, decisions, and so on, focused on IDPs' rights. And as you see, the Committee of Ministers usually focus on these rights. Housing rights, it focuses on the compensation for the loss of properties. It focuses on state obligations, granting restitution for these rights, and an investigation of serious human rights violations. So when it comes to, in particular, social security rights, social benefits, Committee of Ministers is quite silent on this regard. And what I found is these recommendations, when we have actually the general need of IDPs reintegration. So this reintegration presupposes granting some social security rights, of course. And this reintegration includes, by the way, the right to have an identity document. Again, this topic I will explain a bit later. So in general, when we look into the sources of the Committee of Ministers, we have this problem that social security rights usually are referred to the jurisprudence of the European Social Charter and Committee of European Social Charter. So European Social Committee, European Social Charter, sorry. Again, it regulates in general, as it was told already, this is the social constitution of Europe. It regulates in general all social security rights, in particular in our case, this is one of the basic sources of law, Article 12. And again, here I didn't find clear references to IDPs. In general, the committee identifies IDPs and grant them the same refugee status. This is usual practice of any tribunal, international tribunal or national tribunal, because it is the only difference of IDPs and refugees. This is that they are internally displaced. That is why they are called IDPs, internally displaced.
but actually they benefit from the same panoply of rights as the refugee, so the same protection. But of course, they have their particularities, and this is our task today to examine, to find these particularities. So another key principles that I derived that are relevant for the IDPs and social security and their rights and to social security, these, of course, these basic principles is a progressive implementation and well, disregard of territoriality or nationality aspect, basically from the perspective of non-discrimination, of right to non-discrimination. And of course, another aspect that we could also discuss, this is portability of the rights. And well, I will explain this in details when we will go on the practice. Now, of course, the most relevant, I think, source of law, and the most popular source of law for judges in Ukraine, this is European Court. It's jurisprudence. It was already, my previous speakers already referred to some cases in the European Court, so I'll be moving quite speedily in this sense. But I would like to say that we actually have three types of cases before European Court concerning social security rights. These the problems when some of social security rights were kept intact, though they need to be changed, and this raised some problems from the perspective of European Convention. Second problem, this when social security rights were revoked or lifted, and I think this is one of the problems in Ukraine, and I will refer to some cases in Ukraine. And another miscellaneous problems that we actually will just, I will illustrate only for the purposes of comparison. So this is the jurisprudence of the court, basically summarized by me when the social security rights were kept. And these problems never involved the problem of jurisdiction or the problem of non-controlled territories and so on. Apart from these cases where we have, well, basically the consequences of war. But this is basically the problems that European states faced when they kept some social security rights, though the applicants choose to comply against them because they were not convenient to the applicants. So I don't think we need actually to go in these details because this is not a situation in Ukraine, but for the purposes of knowing how the convention, European Convention, protects social security rights, you can look in these cases because these are basically the cases that extended the application of European Convention over the social and economic rights. Why I'm saying this? Because as you know for sure that European Convention is not a social and economic convention. Granting it doesn't guarantee this convention. It is a civil and political rights. So there was always a dilemma why European Court is actually dealing with these rights. And I will explain a bit later how it deals with these rights. The second problem of in regard to these rights, this is problem when we have a reduction of social security rights
or in general, annulment of these rights, lifting these rights at all. So this problem was examined by the well-known Velikada decision. This problem was examined by systemic cases. In respect of Moldova, this was Olaru and others. We have to annul some housing rights in order to deal with social security, somehow to resolve the systemic problem. This is the same problem in Ukraine when we have Burmich, and in the framework of Burmich and Ivanov execution, there is a strong commitment actually to abolish some of social security rights, because they give you the problem, they raise the problem, and in order to confine the problem in Ukraine, you have to review this, all social security system. These are particular cases, again, when some of the salary rights, for example, in Bosnia and Herzegovina, were either excessive or either discriminatory established. And these cases shows how states, how Bosnia and Herzegovina resolved this problem only by reviewing and abolishing some rights. Another problem that could be relevant for Ukraine, this case when in order to guarantee social security rights, execution, enforcement of these social security rights, Turkey removed moratoria and lift immunities from the budget of from the local budgets. So these are just the examples. Again, I will not go into the detail. I think one of the most difficult problem for Ukraine when it comes to the social security rights, to the guarantee of these rights, this is frequent changes in legislations, and how these changes of legislation actually influence the granting of social rights. And this problem is usually examined by the European Court from the perspective of legal certainty. I derived some, I think, principles that could guide administrative courts in Ukraine how to resolve the problem of legal certainty. In other words, the problem is quite simple. To what extent we need to keep social security rights as they were granted previously by the courts? How and to what extent we need if the legislations in the meantime was changed by the parliament, by the Verkhovna Rada. So here we have certain principles already derived. So if changes in social legislations will not affect the litigious claims, be very careful in this sense. Next, we have another principle that changes in legislation could not affect the process of execution already. If you have an enforcement of previous judgment granting social security rights, or here we have economic rights, but the principle is the same. The changes in legislation could not make this execution impractical. And the next changes of legislation could not, of course, be applied retroactively, which was also the case, for example, in this case. Strangely enough, but it was applied retroactively. And when you change the legislation, when the legislation is changed, and this is also concerns not only the changes of legislation, but also the changes of judicial practice, there is always needs to be a general interest need to be proven. So you cannot just change the legislation because,
well, you don't have money. This is not an explanation. You need a general interest in order to prove that actually social security rights could not be guaranteed as they were guaranteed previously. This is precisely the problem what was examined in the Velikada decision. Legislation was changed. They changed the calculation established previously by Ukrainian courts, and the European court actually agreed that this change, this new way of calculation of social security benefits was actually in line with the general interest of the claim. So public interest actually prevailed over the individual interest. This is quite interesting decision. And there, the court actually explained how changes of social legislation could be done. This is a recent decision of, again, against Ukraine, Kandiba. I saw this decision only yesterday when I prepared myself, but I think this decision will be one of the main subjects of today's discussion, because it precisely concerns the conflict between Ukrainian courts, administrative courts in general, and the government. Ukrainian courts annulled some resolutions of the government, and precisely concerning the claims of IDPs or the person who resides in the territory, in the territories outside of the governmental control. These persons complained against changing of social security benefits, method of payments, of course, amount of payments, and the courts granted them relief. They annulled resolutions, and still these judgments of the administrative courts, I think, were not enforced. So the applicants complained before the European Court, and the European Court dismissed their claims. So here we have quite interesting reasoning of the European Court. I will not go into the detail because I have to move myself into the problem of, into the explanation of the general practices of the pan-European states in social security area, in particular when it comes to problem of granting social security rights to IDP outside of the effective control. But I think I raised some questions, and the interest. So we need to move ourselves into this area. So these are basically the general requirements in the social, in the rights, in the guaranteed rights of IDPs in social security area. First, all sources are relevant on the regional level. Both European Social Charter and European Convention on Human Rights could be invoked by the judges. When you deal with these problems, you should look on the both sources of law equally. A large discretion, it is still given to the state. You need, as a judges, actually to examine the balance between the individual interest and the public interest. You should take into account that social security rights usually are being guided by progressive implementation. What does it mean? You cannot grant these rights right and now. You have to actually look into the perspective, and this is what quite difficult decision to make. Again, always social security rights should be granted without any discrimination.
However, when it comes to IDPs coming from non-controlled governmental territories, you have actually to grant them positive discrimination, and I will explain this a bit later. And this, again, this principle of proportionality between individual and public interest, I already explained. So now we move ourselves to selected practices, and I will go through them again quite rapidly. So basically, when we have the problem of IDPs and their social rights, we have two situations to examine. These are the states having territorial secession, which is unfortunately the case of Ukraine, and different type of approach to social rights when states are in the post-conflict situations. I call them post-bellum situation, when the conflict actually stopped and there is a need for reconciliation, need for transitional justice, and so on. So when you examine the cases, you have to get inspired from either one or another situation, because approach is quite different. It's quite different, and you will see why. When it comes to states practice still facing territorial secession, we have, of course, the most relevant example is Cyprus. You have to look into the origins of the conflict. Here in Cyprus, we have origin of the conflict, rather intercommunal conflict. I do not say internet and ethnic conflict. Still in Cyprus, we have a stumbling block, non-recognition on part of the official government of Cyprus. However, this non-recognition was overcome by Cyprus when they started granting some primary civil status to residents coming from that region. Some special treatment was granted, but the problem of social rights in particular was solved when Cyprus adopted all-inclusive policy. They started recognizing the persons as citizens, and this became a good practice when Cyprus passport became quite promptly attractive for the people coming from that region. So there was no need actually to a separate social security policy for that person, because they were granted the citizenship, and well, they benefited from the social security rights as well as any citizen. Still, the problem remained with the system because it was contributory based. The citizens coming from that region should pay their contributions in order to benefit from social rights. But the problem how they paid this contribution was also raised. And some of the treatment basing on different ethnic origins was still remained embedded in the legislation. So this is example of Cyprus. This example of Republic of Moldova is quite similar to the policies, I think, that Ukraine adopts in its country. We have a geopolitical frozen conflict. We have still formal non-recognition of the territory, but Moldova grants civil status documents, recognize citizenship, and even exchange social security rights with non-recognized authorities. And we actually face there are two different systems of social security. IDPs were, as I told you, were granted the citizenship, and
they were granted special status, but they were never recognized as IDPs, as it was case in Georgia. In Georgia, we have a special dedicated system of recognizing IDPs, but this system is based on ethnic principles, on ethnicity. And I think this is a problem because, well, as I told you, the problem, the social security rights should be granted without any discrimination. And, well, these policies could be somehow treated, qualified as such. But, well, as I told you, you need to understand the context of this conflict, and the conflict is interethnic. That is why we have these policies: no double citizenship, no absolute allegiance, and, well, we have even some targeted social assistance to the people coming from that region, basing on ethnicity. So the situation in Georgia merits attention because, as I told you, they are being based on absolute non-recognition policies, but still Georgia recognized special IDP status. So you may get inspired from that. In Azerbaijan, this is the, well, I think in the context of recent events, their policies are quite questionable even now, because they grant IDP status only to Azeri, well, they are also being based on absolute non-recognition, even animosity against settlers in the non-government controlled territories, and unwillingness to implement special social security policies in that region. So this is, well, probably not the case to get inspired from, but the case that needed to examine. Well, these actually situations were examined only for the comparative purposes. This mostly the states facing post-balance situation after Yugoslav wars, and their problems, well, are quite complex. Even now we have the consequences of their policies. This is first the policy in Croatia to grant special validation to all IDPs, but the problem was of a legal character, no clear administrative mechanism, no clear jurisprudence of the administrative courts, no clear judicial review. So the legislation was in itself is quite problematic, and this created a lot of problems for Croatia in terms of their administrative justice, and created a systemic problem. So if you would like to avoid this type of situation, you need to look in the example of Croatia how not to validate some acts, because you certainly will have the same problem of validating some acts issued by non-recognized authorities. In Bosnia and Herzegovina, there is a quite complex problem. I will not deal with that. I just will show you that the problem there lied in the federative division of the country, and two different types of social security systems, which is not the case in Ukraine. But if there is an idea in Ukraine, for example, to introduce a separate social security systems, I don't think that will be the case. I don't think that Ukraine will be happily will resolve the problems by two separate social security systems, as is, for example, is it the case in the Republic of Moldova, when we have two parallel social security systems and they are concurrent. This is not a good idea. So that is why I showed the Bosnia-Herzegovina case again, how not to do the things.
Serbia could be inspired for you because they resolved the problem of their non-recognition in situation of Kosovo. They instituted a special mechanism of recognition of social security rights granted by the courts in Kosovo, and they were enforced and now are being enforced in the territory of Serbia. So that is why we have, again, a mechanism that Ukraine could be inspired from. This is the Grudzic decision and systemic problem results. Slovenia, this is my last example. In my presentation, this is the problem actually not particularly referred to the problem of granting social security rights, but the problem of so-called erased people who were not given a proper identity documents. So without documents, without even some official recognition of the person in general of the identity, you cannot speak about any social security, right? So that is why granting some recognition, granting documents, issuing passports, identity documents, certificates is a very important step to secure and to protect social security rights. So that is why, again, when you deal with this problem, do not forget about the privacy. Do not forget about the erased person. And well, I think for the judges it could be relevant because usually you deal with the cases when the person comes and without any documents, without any proof, without any property even documents, and then ask the court to recognize the right and so on. So I think I somehow guide you where you should look, and well, I just stop here because I a bit extended my presentation 5 minutes at least. And these are my conclusions. Even if social security rights, usually I consider it as less priority, this is not the case when it comes to IDPs, because by recognizing IDPs' rights, you will integrate the territory by people living there. So this is the policy coming from experience of many countries facing territorial secession, Cyprus, Moldova. This is a good policy. So pro-human rights approach. You should grant these persons special status, and despite of having large discretion in granting social security rights, be aware of non-discrimination, and on the other hand, you actually should give a special status, so positively to discriminate. You have to positively discriminate these people because they are in a vulnerable situation and require special treatment. Take into consideration that all social security rights have to be implemented progressively. And I think you have to explain to people coming to a judge that I cannot guarantee this right now and immediately, but the state should look into the perspective, should implement policies into the perspective, and the judge should take this into consideration. Of course, all inclusiveness, this is the basic principle. Do not forget that nationality and citizenship is not the basic criteria for granting social security rights. Still, if you have the problems of citizenship, allegiance, and so on, these problems should be solved in such a way so that protection of social security rights will not be affected. And last conclusion, lack of effective control of the state over the territory does not dispel the state, and in particular courts, from the obligations to do whatever
possible, to grant people living there and coming from there with certain rights, which is this is a situation in case of territorial secessions. In other situations, when the conflict has gone, the approach is a bit different. You should not forget about the non-discrimination principle. Thank you, and I'll be able to answer your questions. Thank you. Щиро дякую вам, пане Ліліане, і за те, що ви презентували міжнародні стандарти, і за те, що показали передову практику захисту прав внутрішньо переміщених осіб і ту практику, бо міжнародний досвід, який краще не переймати Україні. Це все дуже корисно, і дуже вам дякуємо за цей дуже ґрунтовний виступ. Перед тим, як я запрошую до слова нашу наступну спікерку, я б хотіла нагадати, що за 15 хвилин у нас буде можливість для того, щоб загально обговорити всі ці питання, які прозвучали. Тому, будь ласка, якщо ви маєте певні запитання, напишіть їх нам у чатику, або ж підніміть руку за допомогою. У нас є така можливість на цій платформі. Якщо ви піднімаєте руку, це означає, що модератори вас перенесуть до іншої групи учасників панелістів, і ви матимете змогу включити свій мікрофон, увімкнути свою камеру та поставити запитання, яке вас цікавить. У іншому випадку, якщо ви не хочете цього робити, будь ласка, напишіть нам своє запитання, і ми зможемо його обговорити. Vous nous envoyez vos questions dans le chat et nous allons les présenter. Donc, j'invite à la parole dans cette première, pour clore cette première session, ma collègue, Madame Kristeva, qui gère le projet du Conseil de l'Europe sur les personnes déplacées pour l'élaboration des solutions durables, qui est aussi docteur et sciences juridiques. Дякую, шановна пані Сюзанно, дякую, шановні учасники цього вебінару, який є для нас надзвичайно важливим. Нам дуже приємно, що у вітальних словах шановні колеги, які є очільниками Конституційного адміністративного суду у складі Верховного суду, Національної школи суддів, пані Олена Літвиненко згадувала про наш багаторічний вже досвід співпраці з напрямку корисних матеріалів, які ми готуємо і які ми передаємо суддівському корпусу для ознайомлення, для можливого використання. Для нас цей напрям роботи для нашого проєкту є надважливим, адже ми всі добре пам'ятаємо позицію Європейського суду з прав людини, яка абсолютно чітко наголошує, права людини мають бути не теоретичними і ілюзорними, а практичними і ефективними. Та справа Аді проти Ірландії добре відома знакова справа, яка задає основні цілі, у тому числі нашої проєктної діяльності. І оскільки наш проєкт опікується питаннями захисту прав людини, у тому числі соціальних прав внутрішньо переміщених осіб, то наші заходи відбуваються навколо цієї проблематики. І розуміючи, що вже однозначно є така достатня втома від тематичних, надзвичайно цікавих презентацій, які подавалися через переклад. Завжди це, звичайно, ускладнює сприйняття, коли йдеться про дуже складну юридичну мову і складні il y a des sujets complexes, notamment quand il y a Моя презентація, по-перше, буде дуже стислою, щоб лишився час на питання, а по-друге, вона буде стосуватися скоріше того ресурсу, який ми сподіваємося буде цікаво скористатись для того, щоб отримати таку сконцентровану інформацію по питаннях юридичних стандартів щодо внутрішнього переміщення і щодо національного законодавства і судової
А перед тим, як я дуже стисло презентую розроблений курс і наголошу на тому, як, ми сподіваємося, ви зможете ним скористатися, про цей курс нам було дуже приємно згадував шановний пан Мазуроп і про ті 70 суддів, які через нашу плідну співпрацю з Національною школою суддів змогли пройти відповідне ознайомлення з курсом, отримати сертифікати Ради Європи і, що дуже важливо, отримати доступ до інформації українською про рішення, про підходи Європейського суду з прав людини, про національне законодавство, максимально повно, що стосується підставних прав людини внутрішньо переміщених осіб. Перед тим, як стисло презентувати цей курс, я наголошу на тому, що ті презентації, які були представлені, принаймні, ми маємо вже переклад презентації пана Ліліана українською, ми уважно на нього подивимося з точки зору автентичності формулювань, саме у перекладеному тексті, і ми будемо дуже раді, сподіваємося, що пан Ліліан не буде заперечувати цю презентацію поширити. Ми вчора, коли черговий раз спілкувалися з шановними колегами від Верховного суду, спільно з якими організуємо цей захід, це така, звичайно, тривала, наполеглива підготовча робота, то ми говорили про те, що буде поширений пакет документів, які і презентації, і ознайомчих матеріалів, і корисних посилань, які прозвучать під час сьогоднішнього вебінару, з тим, щоб ви могли це практично впроваджувати. Отже, ця надважлива презентація зі стандартами, які прозвучали, і я сподіваюся, що інші презентації, надважливі презентації по Європейській соціальній хартії будуть вам розіслані у перекладі українською мовою. І так само я звертаю увагу на те, що ми вже замовили переклад рішення, про яке вже згадував шановний пан Ліліан, Кандиба Людмила Миколаївна та інші проти України. Таке найсвіжіше рішення 19 листопада 2020 року. Оскільки це рішення проти України, де українська сторона, де Україна не була визнана такою, що порушила свої зобов'язання, воно, звичайно, буде перекладено Мін'юстом, як і інші рішення, але поки це буде зроблено, ми сподіваємося мати переклад вже 1 грудня і, відповідно, переслати вам цей переклад також для ознайомлення. Рішення знакове. Про рішення ми однозначно будемо сьогодні говорити у другій частині. І, забігаючи вперед, рішення, яке якраз і підкреслює, як багато зроблено судами у впровадження європейських стандартів соціального захисту прав внутрішньо переміщених осіб і осіб, які проживають на тимчасово непідконтрольній території України. І ми будемо аналізувати правові позиції. Наші експерти, які будуть представлені у другій частині цієї зустрічі. І ми вважаємо, що, безумовно, це процесуальна перемога уряду уповноваженого з прав людини, але правові позиції є надкорисними. І правові позиції, які вказують на належний соціальний захист всіх громадян України. Ми будемо випереджати події. Дуже стисло. Я сподіваюся, що в мене вийде поширити екран, бо це завжди таке випробування, як це зробити. Скажіть, будь ласка, чи бачите, пані Сюзанно, якщо можна, ми бачимо, вам потрібно лише увімкнути вже саму презентацію. Voyons bien, vous devez juste lancer la présentation, nous la voyons sur l'écran, mais elle est voilà, dans un format peut-être pas élargi, il faut qu'elle soit élargie. Vous faites correctement. Oui, c'est якраз її завершення, але ми все ж таки повернемося до початку. C'est la fin de ma présentation, j'aimerais bien revenir à son début. Якщо дуже стисло, то для нас, як для найбільшого філд-офісу, тобто польового офісу Ради Європи, який існує з усіх 47 держав-членів Ради Європи, для багатьох проєктів, дуже важлива місія сприяти поширенню програми HELP Ради Європи. HELP – це 4 великі літери, які з одного боку, якщо б бути одним словом, прикладалися б як допомога,
але як акронім це програма Ради Європи щодо освіти з прав людини для юристів-фахівців. Йдеться про платформу HELP, на якій розроблено уніфіковані курси для суддів держав-членів Ради Європи, для прокурорів, для адвокатів, тобто передусім саме для правничої спільноти. І імплементуються ці курси у співпраці переважно з національними тренінговими інституціями. І дуже важливо, що ці курси містять як загальну частину, яка присвячена міжнародним і європейським стандартам практиці Європейського суду з прав людини, Європейській соціальній хартії, позиція Європейського комітету соціальних прав. І так само національні адаптаційні матеріали, де вже кожна країна викладає особливості національного законодавства і національної практики. Ми в межах стандартів нашого проєкту зосередили нашу чималу увагу протягом цих років на підтримці розробки курсу з питань внутрішнього переміщення, який став першим курсом з цього питання і включив унікальну базову частину курсу, яка повністю містить докладний аналіз стандартів, частина з яких була представлена шановним паном Ілляном, щодо частин міжнародного права прав людини, як вони адресують питання внутрішнього переміщення. І дуже важливо практики Європейського суду з прав людини з докладним оглядом відповідних рішень Європейського суду з прав людини, які стосуються, от ми бачимо модуль 3 і 4, захисту житла, власності, сімейні права, свободи просування, зникнення осіб, відповідно, пошук і зобов'язання щодо пошуку безвісти зниклих осіб, виборчі права, питання недискримінації і окремий la question de la non-discrimination et un module à part, le module numéro 5 dédié à des droits sociaux comme ça de façon globale. Voilà, ce cours est très bien visualisé, il est intéressant à suivre, à étudier. Sa partie de base est vraiment présentée de façon... Elle a été préparée par les spécialistes reconnus, les meilleurs spécialistes internationaux européens en cette matière, notamment dans des situations de conflit et post-conflit. Et donc, également spécialistes de ces standards internationaux. Donc, c'est comme ça que l'analyse des décisions concrètes et la traduction de plusieurs de ces décisions, on peut les télécharger sur la page de notre projet, la page web. C'est le deuxième projet qui concerne la protection des droits des personnes déplacées. Donc, notre mission principale, mais maintenant, aujourd'hui, pendant ce webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous orienter, de vous indiquer les ressources qui sont déjà disponibles sur le site de l'Office du Conseil de l'Europe en Ukraine. Car nous, conjointement avec nos experts internationaux, nous avons déjà préparé une base d'informations, d'éléments accessibles. Encore une fois, основна концепція українських адаптаційних матеріалів – це представити у логічно структурованому вигляді основні положення національного законодавства і основні судової практики щодо захисту прав вимушених переселенців, максимально охопити питання, які були розглянуті в базовому курсі в контексті українських реалій і визначити основні специфічні проблеми. В національній частині ми починаємо від поняття внутрішнього переміщення. Дуже важливо. Визначаємо обсяг зобов'язань держави щодо врахування європейських стандартів, показуємо, де та правова база, яка фактично визнає практику Європейського суду з прав людини джерелом права України, як дослівно сформульовано. І так само розглядаємо докладне рішення, які вже ухвалив Європейський суд з прав людини у справах, які стосуються України у питаннях у зв'язку з конфліктом, збройним конфліктом в Україні, втратою контролю держави, повного контролю над частиною її території і так далі. І далі докладно розглядаємо законодавство і судову практику по блоках майнові права, правовідносини з банками,
банками і іншими фінансовими установами, право на відшкодування втраченого пошкодженого майна, виборчі права, право на освіту, право не зазнавати дискримінації, сімейні права, свободи пересування і окремо маємо 4-й модуль, який присвячений соціальному захисту і пенсійному забезпеченню. Зараз ми ввели фінальний, ми адаптували і повністю оновили національні матеріали станом на вересень 2020 і запровадили окремий спецкурс, який стосується гендерного виміру внутрішнього переміщення, і ми пропонуємо всім фахівцям подивитись на проблематику внутрішнього переміщення через гендерні окуляри. І це було продемонстровано для того, щоб сказати, ми дуже сподіваємось, що у вас виникне бажання доєднатись до цього курсу. Ми технічні питання, звичайно, готові обговорити з секретаріатом, з Верховного суду, адміністративного Конституційного суду, продовжувати нашу плідну співпрацю з Національною школою суддів, але що дуже важливо, загальна частина курсу, там де йдеться про європейські стандарти, вона абсолютно доступна для кожного, хто має тільки зареєструватися на платформі. А ми всі вже супер просунуті користувачі онлайн-технологій, платформ і так далі. Тобто це означає, що якщо після цього заходу у вас виникне бажання, наприклад, завтра більш докладно подивитись на узагальнені, систематизовані стандарти Ради Європи, то ви зможете це з легкістю зробити, отримати доступ до базової частини. Національні адаптаційні матеріали на сьогодні закриті, і їх проходять ті учасники, які включаються в групи, які ми підтримуємо, але ми плануємо до кінця цього проєкту, цієї фази, до грудня, зробити національні адаптаційні матеріали також відкритими саме для фахових спільнот. За допомогою додати доступ Верховному суду, Національної школи суддів до цих матеріалів. Я на цьому завершу. Для нас це дуже важливо, це наша велика, така важлива для нас справа. Ми дуже сподіваємося, що ви скористаєтесь цим ресурсом по всіх технічних питаннях. Всі наші імейли, вони абсолютно доступні 24/7. Я зупиняюсь. Дуже дякую. Часу на питання лишається небагато, але ми зможемо повернутися до цих питань під час другої сесії. Дякую. Дякую, шановна пані Ганно, за ваш виступ, за цю презентацію. Merci de cette intervention. En fait, moi, j'étais déjà intéressée dans ce cours HELP et je pense que tout le monde qui est intéressé dans ce thème peut s'enregistrer. On ne peut pas avoir trop de connaissances, c'est sûr, donc merci de cette intervention. Et en revenant à notre agenda, je peux dire que maintenant, on a très peu de temps, mais un peu de temps peut-être pour une question, s'il est là. Mais je ne vois pas de questions dans le chat et je ne vois pas des mains élevées. Si, par exemple, quelqu'un veut poser la question, n'hésitez pas, vous pouvez le faire. Mais comme c'était attendu, peut-être parce que les prestations générales, on a eu besoin d'avoir en fait un peu trop d'efforts parce qu'il y avait l'interprétation et les standards sont les mêmes pour tout le monde. Les experts de notre Conseil de l'Europe ont dit beaucoup, mais peut-être pour nos juges, pour nos participants et participantes de l'événement, c'est l'application en Ukraine et c'est la pratique des cours administratifs en Ukraine, c'est le plus important. Et cette question, on va l'aborder après notre pause déjeuner. Et donc, on va accumuler toutes les questions qu'on a pu avoir après toutes les prestations qu'on a entendues pendant la première partie pour les poser dans la deuxième partie. Je vais vous dire que la deuxième partie devra être dédiée au contexte ukrainien et nos experts vont présenter leurs prestations qui seront accentuées sur la pratique des cours administratifs maintenant et comment on peut l'améliorer ou peut-être quelle est l'expérience dans tel ou tel domaine sur la protection des droits sociaux pour les groupes vulnérables de la population. Je vous remercie beaucoup de joindre à la première partie, la première session de notre événement d'aujourd'hui. Je remercie nos experts, Carmen, Monica,
Liliane, Anna, un grand merci de vos prestations et un grand merci à tous qui ont joint comme participants. Et je vous invite à 2 heures d'après-midi de revenir en utilisant le même lien qui vous a été envoyé pour que vous puissiez discuter davantage le contexte ukrainien. Et toutes les questions que vous allez poser maintenant, on va les discuter pendant la deuxième partie de notre événement. Je vous remercie. Bon déjeuner et on va revenir à 2 heures d'après-midi. Merci.
Анна Бучик, я попрошу вас підключити вашу камеру та мікрофон. Анна Бучик, ви нас чуєте? Ганна, ми вас чекаємо. Вам необхідно в нижньому полі ввімкнути мікрофон та камеру. У меня все заблокировано. Поэтому... Ганна, ми на вас чекаємо. Доброго дня. Доброго дня. У вас не вимкнута камера. У мене камера вимкнута зараз, ну, вимикнена, не включена. Я потім налаштую, включу. Я можу включити зараз. Ну, давайте так, ми хочемо просто протестити, як це Добре, буде. добре. Зараз. Добре. Так, все. Все, чудово. Добре, да, все. Зараз я налаштую проведення слайдів на екрані, так? Я це повинна зробити?
Так, нам сказали, що ви хочете протестити, будучи. Добре, зараз тоді зробимо тест. Хвилиночку. Так. Так, зараз. Я відео зараз вимкну. Так. Так, треба скачати свою презентацію. Сейчас я його завантажу спочатку. Все. В PDF. Пане, якщо вам потрібна допомога, наші IT-спеціалісти можуть вам просто допомогти, підсказати, як і що треба робити. Зараз. Ні, я зараз запущу на цьому. Я їх буду А чого воно в ППТ не зробило? Навіщо PDF робити? Так, оце. Демонстрація екрану. Кажи. Так, демонстрація екрану. Скажіть, будь ласка, все добре? Так, презентацію видно. Спробуйте, будь ласка. Треба якось... Я спочатку гортаю, і він відкривається, якби все відбулося нормально, без проблем. Все видно, так? Так, все видно. Ага. Можете лише, знаєте, натиснути іконку, розгорнути екран. Так, на цю. Це я. З правої сторони. Так? Так. Угу. Все, працює. Все, я тоді, мабуть, відзвітую нашим працівникам відповідальним про те, що все добре. Так, все. Так. Все, дякую за тест. Так, тоді вже до зустрічі у визначений час. До зустрічі, до побачення. До побачення.
Шановні колеги, добрий день. В принципі, ми маємо 3 хвилини, 2 хвилини по третю. Чи чутно мене, скажіть, будь ласка, чи доєдналися наші спікери? Чутно і видно вас дуже добре, пані Ганна. Дякую. Гарні, все чутно, все добре. Да. Дякую, тоді керуйте, будь ласка, починаємо. Вибачте, що так кажу, бо це дійсно так, і не подумайте, що це сексизм. Починаємо, звичайно. Ми повинні бути люди педанти. 2 години, значить 2 години. Добре, тоді починаємо. Шановні колеги, раді бачити, віртуально бачити, переважно прізвище, бо не всі вмикають камери. Всі, хто доєднався до другої частини вебінару, який проходить спільно з Верховним судом, адміністративним касаційним судом, і який присвячений питанням захисту соціальних прав внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення у світлі Європейської соціальної хартії, а також інших стандартів Ради Європи, звичайно, передусім в контексті практики адміністративних судів України. Ми розпочинаємо нашу другу частину, будемо суворо дотримуватися регламенту, завершимо рівно вчасно, просимо всіх спікерів і всіх спікерів уважно дотримуватися регламенту, і, звичайно, щоб у нас була можливість відповісти на питання, мати час для дискусії і для обговорення. Як і було проанонсовано в першій частині, ця друга частина, вона буде присвячена національному законодавству і передусім його застосуванню в національній судовій практиці. І ми, звичайно, очікуємо, що пролунають практичні рекомендації або принаймні активні дискусії, які будуть корисні в практичній площині. І передусім ми запрошуємо до слова шановну пані Аллу Федорову, яка є експерткою Ради Європи. Додам, що пані Алла входить в пул міжнародних експертів і успішно пройшла відповідний відбір. Пані Алла є доценткою, кандидаткою юридичних наук, викладачкою Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка. Пані Алла представить доповідь стосовно застосування переглянутої Європейської соціальної хартії українськими судами. Висновки Європейського комітету соціальних прав щодо України. Прошуємо до слова, пані Алла. Добрий день. Дякую, щиро дякую за надану можливість продовжити аналіз Європейської соціальної хартії вже в українському контексті і звернути увагу сьогодні на питання імплементації Європейської соціальної хартії саме в Україні, а також звернути увагу на надзвичайно важливу роль українських суддів в цьому складному, як виявилося, дуже складному процесі саме для України. Зараз я буду намагатися поширити екран і включити презентацію. Я думаю, дуже сподіваюся, що в мене